Bonsoir, bonsoir à tous. Je pense que l'on m'entend. Oui, je voulais juste vérifier ça parce que la semaine dernière ça avait bien bugué, mais je pense que là ce soir c'est bon. Je pense que le problème est enfin résolu. Bref, bonsoir à tous, bienvenue pour le 23e épisode du 9-10, votre rendez-vous du lundi soir. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes dans le chat. Bonsoir à vous, messieurs. C'est mesdames peut-être, hein, je ne sais pas finalement qui se cache derrière les pseudos parfois. Voilà, 23e épisode, vous en avez l'habitude, l'habitude peut-être depuis la dernière fois. On n'était pas là la semaine dernière parce que votre serviteur était un petit peu malade. Voilà, normalement ça devrait aller, sauf si je perds ma voix en milieu de trucs, mais bon on va voir, hein, il y a encore quelques petits séquelles. Mais donc voilà, vous avez l'habitude sur le format, on va se balader en Afrique, en Asie, et au niveau des Amériques, puisqu'on va aller au nord et au sud aujourd'hui pour faire un petit peu le tour de la planète lucarne opposée pendant, en théorie, 1 heure, en général, une bonne heure et demie. Voilà. Je vais être accompagné de 3 personnes pour cette émission. La première, vous la voyez, elle est tout en bas, là, juste à côté de moi, si vous avez les images. C'est Monsieur Baptiste Morigal. Salut Baptiste. Bonjour. Je te demande pas comment tu vas parce que je pense que si tu es là, c'est que ça va. Ça va mieux. Ça Voilà. va. J'ai encore, Petit peu, j'ai encore la gorge en feu, hein, mais ça va. c'est quand même petit métabolisme, hein, je vais pas dire, mais Ah, j'ai résisté 2 ans quand même. ouais, mais voilà, t'es affaibli, t'es Ah bah affaibli. c'est ça, je me suis relâché dans le temps additionnel, hein. Tu vois, j'ai fait, on en Pris parlera tout à Ulsan. l'heure, j'ai fait ma Ulsan. J'ai craqué alors que tout semblait bon. On en parlera, on en parlera tout à l'heure. 2 autres personnes sont avec nous, pardon, vous ne les verrez pas, vous les entendrez. On va commencer par celui qui va débuter tout à l'heure avec la page africaine, Pierre-Marie Gosselin. Salut PM. Salut, salut à tous. Ravi de vous retrouver. Même Ouais. si j'avais plein de choses à dire la semaine dernière, vraiment dommage. C'était peut-être l'émission où tu avais le plus de trucs à dire, on est d'accord, hein. Euh, non, 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 mais c'est pas grave, ça allait très bien comme ça. Vous allez vite comprendre. Exactement. Et la dernière personne qui sera avec nous, elle est depuis sa Colombie. C'est Monsieur Pierre Gerbeau, avec qui on était hier soir en live à partir de 23h, si vous étiez avec nous pour parler un peu foot Sudam. Salut Pierre. Salut Nico, salut PM, salut Baptiste, salut à tous. Ouais, moi je suis pas parti en fait, hein. J'ai passé toute ma nuit là. En attendant qu'on reprenne l'antenne. Bon, t'as dû te sentir un peu seul quand même, parce que moi je suis parti entre-temps. Ouais, mais non, you will never walk alone. Et avec un magnifique accent anglais, hein, vous voyez, vous comprenez pourquoi Pierre est en Ouh, Colombie. Allez, ouais, les accents anglais, tout ce qui est accent anglais, ouais. portugais, faut pas, non, c'est pas pour moi. Enfin voilà, vous En voyez la plus, il petite va bande. enterrer la reine avec son accent, le mec. Et attends, imagine quand on va le faire parler coréen. Bref, voilà, tout ça pour dire, vous voyez, on est revenu, on est bien chaud. Euh, on les fera prononcer Séoul tout à l'heure. Et voilà, bah écoutez, on va regarder un petit peu le sommaire de l'émission, de ce qui vous attend. Je le disais, 3 pages, Afrique, Asie, Amérique, au pluriel, puisque Nord et Sud. On va faire un petit point sur l'actualité continentale en Afrique cette semaine, puisqu'on va parler d'océan et de C3 africaine. Ensuite, on ira avec Baptiste en Asie faire un petit bilan de la K-League, hein, qui arrive dans le sprint final. Vous comprendrez tout à l'heure. Si vous n'êtes pas habitué non plus au format de la K-League, ça vous permettra de bien comprendre comment ça fonctionne. Et puis ensuite, on ira faire un tour du côté des Amériques. D'abord avec Pierre, où on va évoquer le cas particulier d'un certain Julio Comesaña. On en parlera avec Junior. Et puis ensuite, on passera aux news sud-américaines, à la CONCACAF League pour parler de l'Amérique du Nord. Et on terminera par les Golasso Hello et peut-être des rendez-vous. J'ai laissé les rendez-vous, mais il n'y en aura peut-être pas finalement parce que c'est la trêve internationale. Je me suis un peu fait avoir hier déjà à la base. Donc voilà, voilà pour le sommaire. J'espère que vous êtes confortablement installés. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à démarrer cette émission. 23e numéro du 9-10, c'est parti. Et on ouvre donc avec la page africaine. Et donc, qui dit page africaine, dit Pierre-Marie Gosselin, PM, avec toi, on va faire un petit point, même un bon point, sur les compétitions continentales africaines avec les premiers tours préliminaires qui se sont déroulés ces 2 dernières semaines. Tu veux commencer par la C1, la C3? Dis-moi. Bon, autant commencer par la C1. Allez. Ouais, au début, bon, on était parti pour faire plutôt un suivi du championnat tanzanien. Puis bon, ça a commencé cet été, on avait raté les journées de lancement des équipes et tout ça. Du coup, ben,
plan B, comme au bon vieux temps des podcasts Efrikia. On suit la Ligue des Champions depuis le tour préliminaire et ça, c'est ce qui est le plus intéressant. Ouais, exactement. Et ben écoute, tu sais quoi, on va commencer avec la C1. Je vais en profiter pour afficher justement les résultats. J'espère que vous arriverez à les lire parce que voilà, il y a beaucoup de monde hein, dans cette compétition. Donc si vous avez les images, je vous ai posé les scores. Les scores, ce sont les scores cumulés. Je préfère le préciser dès le départ. On va commencer d'abord par ceux qui ont joué, PM, si tu veux bien, parce qu'il y en a qui n'ont pas joué, on y reviendra après. On va commencer par ceux qui ont joué. Voilà, concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'ensemble de ce tour préliminaire? Quels sont les points sur lesquels tu as envie d'insister? Bon, déjà, on avait présenté un petit peu hein, les affiches. On avait dit attention, il peut y avoir quand même des petites surprises et il y en a eu. Il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y en a quand même eu avec notamment l'élimination des Ghanéens de la Santé Kotoko, pardon, au tir au but face à des Burkinabés qui pourtant étaient loin d'être favoris, comme quoi tout est possible dans le football. Et quand même, je voulais te féliciter pour le tableau parce qu'effectivement, je ne l'avais pas vu, mais tu devrais peut-être postuler à la CAF. Ils doivent avoir un poste vacant. Sachant que, je le précise, hein, vous pouvez chercher un petit peu le tableau que vous voyez face à vous. Il est fait maison parce que la CAF n'a pas sorti les tableaux de résultats. Alors peut-être qu'ils attendent le dernier match joué, sachant que vous vous souvenez peut-être qu'on avait dit il y a 15 jours que le Zamalek et son adversaire tchadien d'Elexport avaient été décalés d'une semaine parce qu'il y avait un match amical à jouer et que pour ces raisons-là, la journée de tour préliminaire a été décalée. Donc peut-être qu'ils attendent effectivement le tout dernier moment et la fin de la semaine prochaine pour nous sortir les tableaux, mais bon, ce serait quand même un peu dommage dans l'attente d'un seul résultat. Donc voilà, il n'y a pas eu hormis cette élimination de la Santé Kotoko qui est quand même assez surprenante, qui fait beaucoup parler au Ghana parce que c'est le Real Club Kadogo, c'est sa première participation à ce niveau, enfin en compétition continentale. Voilà, sortir un club centenaire comme la Santé Kotoko, ça fait un peu tâche. C'est pas la première fois qu'ils se font sortir par des novices. Du coup, ça commence à jaser un peu du côté du Ghana et on se remet un petit peu en question sur le niveau du championnat et le niveau des équipes. Sinon, parmi les autres résultats un petit peu surprenants, il y a quand même cette équipe burundaise, Flambeau du Centre, qui jouait contre les Libyens d'Al Ittihad et qui se sont qualifiés. C'est pas comme en Europe où on a arrêté la règle du but à l'extérieur. Là, en tout cas, ça a été encore en place et du coup, ils se sont qualifiés grâce à un but marqué à l'extérieur. Et c'est un bel exploit parce que pour le coup, eux aussi, c'est leur première participation. C'était un club qui était en deuxième division il y a 3 ans. En fait, c'est un club qui est issu d'une académie qui a grandi, qui a beaucoup grandi, au point d'en arriver là au deuxième tour de la Ligue des Champions. Et donc, pour eux, c'est la garantie en cas d'élimination au prochain tour de pouvoir avoir un barrage aussi en Coupe de la Confédération. Donc, une deuxième chance de pouvoir participer. Sinon, il n'y a pas eu... voilà, les Nigérians sont passés. Qu'est-ce qu'on a comme... Les Algériens sont passés aussi. Ouais, il y avait un doute. Enfin, bon, moi j'avais un petit doute entre l'ASEC Mimosa et Coton Sport. J'avais l'espoir peut-être que les Béninois puissent faire quelque chose. Finalement, c'était un peu plus compliqué. Défaite à la maison 2-1, défaite au retour 2-0. À chaque fois des buts encaissés en début de match pour les Béninois. Du coup, c'était assez compliqué. Ils n'ont pas réellement eu de chance de se qualifier au cours des manches aller-retour. À noter que c'est des matchs qu'on pouvait suivre sur Facebook. Tantôt sur le Facebook de l'équipe du Bénin, tantôt sur le Facebook de l'équipe ivoirienne. Il y a eu l'occasion aussi de voir les matchs des équipes soudanaises sur YouTube, des équipes éthiopiennes aussi. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu que les matchs sont difficiles à regarder, mais qui sont quand même regardables. Et le problème souvent, c'est que les liens apparaissent au dernier moment. Du coup, ça rend les recherches un petit peu compliquées, surtout quand on n'a pas affaire à des pays francophones où là, il faut peut-être limite connaître pour pouvoir y accéder. Et ce sont des liens entre guillemets officiels ou c'est des trucs un petit peu obscurs?
Non, non, c'est des liens officiels puisque c'est les clubs qui retransmettent en fait. D'accord. Enfin, pour ce qui était de la confrontation bénino-ivoirienne, donc à l'aller, c'est les Béninois pardon qui ont produit le match quand c'était chez eux, et au match retour, c'était les Ivoiriens. Alors, c'est pas de la production avec 4 caméras, bord de terrain, commentateurs et tout ça, mais Ouais, mais après, voilà, tu vous peux avez avoir une une production caméra très propre avec qui une est caméra grand en angle. tribune. Ouais, exactement, grand angle en HD qui permettait de suivre le Voilà. match hyper bien. Bon, il n'y a pas les ralentis ou des choses comme ça, mais enfin pas toujours, parce qu'il y avait quand c'était pour le Bénin, il y avait eu ça. Mais en Côte d'Ivoire, ils l'ont pas fait. Mais bon, voilà, il y a quand même la possibilité de vraiment suivre ça. Il y avait également, parce que ça me vient un petit peu en même temps, il y a les 2 équipes tanzaniennes qui se sont qualifiées, Simba et Young African. Donc voilà, on les attendait, surtout les Young Africans. Est-ce qu'ils vont être à la hauteur? Eh ben, ça a été un massacre contre Oui. les Malawi, les Sud-Soudanais pardon, du Zalan, qui ont pris 9-0, dont 2 triplés de l'attaquant congolais. J'ai un trou de mémoire, ça va me revenir. Et il y avait à noter aussi donc cette équipe de Djibouti, que je me retrouve Arta Solar, que vous voyez en milieu de tableau. Donc Djibouti, c'est le triangle blanc avec un bleu ciel et vert clair en drapeau, qui est une équipe qui a la particularité de compter dans ses rangs Salomon Kalou. Ils ont fait venir Diafra Sakho. Ils ont également fait venir au milieu de terrain Alexandre Song. Ah ouais, quand Donc même. voilà, des noms qui sont peut-être bien avancés dans leur carrière, mais des gros noms quand même, parce qu'en fait c'est un club qui est dirigé par un richissime homme proche du pouvoir. Et du coup, voilà, c'était difficile parce qu'ils sont tombés face au Soudan et d'Al-Merrek. Toujours compliqué, hein. On rappelle qu'au Soudan, il y a Al Hilal, Al-Merrek et que c'est deux monstres. Du coup, c'était pas évident. Sur le papier, c'était pas évident. C'est pas passé très loin, mais malheureusement, ça passe pas pour eux. Une année de plus sans compétition continentale. Voilà, est-ce que ça risque de mettre un coup de froid dans le projet? À voir pour le recrutement qui sera l'année prochaine, peut-être un peu moins clinquant que celui des 2 dernières années. Et ça donne quoi au Euh, niveau championnat du côté de Djibouti? Sincèrement, j'en ai strictement, Parce que je n'en sais rien. c'est Franchement, pareil. Ouais, c'est parce que c'est pareil. Tu peux très bien avoir un projet avec quelqu'un de richissime qui va attirer des. Bon, à niveau de ces joueurs-là, on parle d'ancienne gloire maintenant, mais s'il n'y a rien en face, ah bah c'est Djibouti all-in déjà, sur un tour préliminaire de Champions League, quoi. c'est un peu ça. Djibouti, c'est sur une carte, ça fait même pas vous pouvez pointer avec un crayon, vous arrivez à la taille de Djibouti, hein. C'est vraiment un micro pays. Du coup, j'imagine qu'il y a pas non plus énormément de clubs Ouais, c'est ça. de très haut niveau, tout du moins, et du coup, forcément, le championnat il risque d'être voilà, peut-être un peu moins intéressant pour eux. Et aussi à noter l'élimination des Éthiopiens de Saint-Georges, qu'on avait eu l'occasion de suivre lors du premier podcast des Frikiers, où on faisait le suivi de la compétition et où on pouvait s'apercevoir que l'ambiance à Saint-Georges était phénoménale comme ils s'étaient qualifiés en phase de groupe. Là aussi, c'était face aux Soudanais du Al Hilal, donc compliqué, et malheureusement, c'est pas passé pour eux de très très peu. Ouais, c'est pas passé loin, surtout. Ouais, oui, pardon. Non, mais enfin, Mais pour eux, c'est pas. Enfin, tu l'as dit, c'est passé de très très près, mais voilà, c'est vraiment pas passé loin. Face, tu l'as dit, à un monstre. face à un gros, mais c'est un peu dommage. Voilà, il y a eu des confrontations très inégales. Olympique de Bangui contre Viper SC d'Ouganda. L'équipe, alors je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé aussi dans les matchs qui n'ont pas encore, Ouais. où tu n'as pas mis de résultats. Il y a eu Simba, Young African aussi, c'était peut-être un peu déséquilibré. Et là, on se retrouve avec 2 équipes qui mériteraient clairement d'être au moins au second tour préliminaire, voire peut-être même en phase de poule. Donc là, c'est vrai que c'est dommage qu'à ce niveau-là de la compétition, d'aussi grandes équipes s'affrontent. Et aussi les Angolais qui sont passés, et la victoire des Sud-Africains de Cape Town face à AS Auto du Congo, qui était pas là aussi, c'était assez difficile de prédire quel en serait le vainqueur, et finalement c'est passé pour les Sud-Africains. C'est l'équipe qui est dirigée par Julien Miette, hein, ça, les autos.
AS Soto, Il me c'est semble. possible parce qu'il a passé du temps au Congo. Je saurais pas te dire là actuellement qui Lui est qui leur était à coach. Djibouti avant, qui s'était occupé de la sélection de Ouais. Djibouti, on parlait tout à l'heure, et je crois qu'il est à Auto, il faudra vérifier, faudra que je le contacte d'ailleurs, pour qu'on discute un peu avec lui, parce qu'il a une expérience africaine assez folle. Ouais, ouais, il a beaucoup bourlingué, sélection, club. C'est toujours intéressant en fait. Le profil sélection peut être un peu galvaudé. On a eu des sélectionneurs un peu comme Luis Fernandez qui était jamais par exemple en Afrique, où il y a ça jase beaucoup parfois parce qu'on dit que le sélectionneur étranger passe plus de temps en Europe à scouter des joueurs qui jouent dans les championnats européens plutôt qu'à suivre les championnats locaux. Et là, pour le coup, quand on a des entraîneurs qui sont dans des clubs, là, ils sont confrontés à la réalité du quotidien et forcément leur analyse et leur compétence, en tout cas pour moi, leur compétence du football africain est sacrément augmentée. Donc voilà un petit peu pour le tour des résultats. Oui, donc du coup, Je confirme, hein, donc c'est bien ça, hein. Oroya contre les Gambiens de Hawks, ça avait été forfait des Gambiens dès le départ. Donc Oroya n'a pas eu, savait déjà qu'ils étaient qualifiés avant depuis un petit moment. En fait, entre le club comorien et le club séchellois, donc Volcan Club de Moroni qui est des Comores et La Paz FC. Donc les Comoriens avaient remporté le match aller, pardon, 1-0, et puis ils n'ont pas pu effectuer leur voyage aux Seychelles, donc ils ont été disqualifiés. C'est tombé, c'est Et on a eu officiel, la même chose c'est avec officiel. le club équato-guinéen qui a pas bougé. Et du coup, ben là, c'est les Maliens de Djoliba qui sont qualifiés. Donc, c'est plus des non-matchs qui n'ont pas eu lieu pour défaillance d'une équipe plutôt que des scores qui ne sont pas arrivés ou d'autres histoires encore derrière. Ok, c'est ça, c'est officiel en fait, hein, Voilà. ils sont officiellement disqualifiés, parce que je t'avoue, quand j'ai fait le tableau, j'ai pas trouvé l'info. C'est officiel. Ouais, c'est enfin moi j'ai vu que les affiches du prochain tour ont été annoncées Ok. et donc du coup j'imagine que j'ai lu que l'enquête était en cours Ouais. concernant notamment les Comoriens, mais j'ai vu après d'autres sources qui disaient qu'ils étaient éliminés. Donc bon, Ok. après on n'est pas à l'abri d'une surprise hein, avec la CAF, mais logiquement c'est cuit pour eux et du coup les Seychellois ou les Seychelliens, je sais pas trop comment on dit, qui se retrouvent en deuxième tour préliminaire, c'est assez exceptionnel. Se dire qu'on a une équipe des Seychelles alors qu'il n'y a pas de Zambiens, par exemple, ça peut surprendre. Ouais, exactement. Je vois que ça fait réagir certains noms dans le chat. Il faudra un jour qu'on fasse qu'on s'amuse un petit peu avec les noms des clubs africains, parce qu'on en avait. C'est un vieux truc dont on avait parlé avec PM et avec Farouk. Il y a quand même des noms assez exceptionnels un petit peu partout en Afrique. Faudra qu'on se pose un de ces quatre pour les Ah, évoquer, ces là, noms absolument magnifiques. il y en a des sympas, hein, les flambeaux du centre, Ouais. c'est mignon. Ah, Flambeau du Centre, j'aime beaucoup, ouais. Mais ouais, non, je suis assez d'accord. Il faudra qu'on se pose un jour avec ces noms-là, parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, hein, lors de petites. On va pas parler de réunions lorsqu'on était ensemble et qu'on allait boire un coup. On avait souvent parlé des noms Il y de avait certains clubs africains. Il y a des choses à faire, hein. il y Moi, a eu j'aime bien les Big Bullets, moi. les Big Bullets. Ouais, c'est classique, ça pourrait être une équipe de NBA. Ah, je trouve ça trop classe. On arrive, allez hop, Big Bullet, Niaza Big Bullet, nickel. Bon, ils en ont pris 4, hein, sur les 2 matchs, hein, donc bon. Bah oui, Ouais, 2 fois 2-0. Mais bon, voilà. Et du coup, ouais, je voulais, juste avant de finir sur la Ligue des Champions, c'était annoncer un petit peu les matchs du Ouais. tour suivant qui vont se dérouler en octobre, où là, pour le coup, il y a du lourd. Pas tout, mais il y a quand même pas mal d'affiches qui font un peu saliver. Et donc voilà, je vous l'ai dit, comme ça vous allez vous faire vos propres opinions. Donc on a les Wydad qui va affronter les Nigérians de Rivers United, l'Espérance qui va affronter Plateau United. Alors les Maghrébins sont favoris, mais toujours attention au Nigeria, les déplacements là-bas sont assez traîtres. Pour le Raja, ça va être assez facile face aux Nigériens de Nigelec, normalement sur le papier bien sûr, mais bon là, voilà, c'est quand même très déséquilibré. On aura une confrontation entre les Tunisiens de Monastir face au Al-Ahly. Une autre confrontation, voilà, pas forcément évidente entre les Ougandais de Viper SC face au tout-puissant Mazembe. Là, pour le coup, cadeau pour ma Mamelody Sundowns qui va affronter les Seychellois du coup de La Passe. Une belle confrontation entre l'ASEC Mimosa donc d'Abidjan face au Oroya de Guinée, de Conakry. Voilà, deux grosses équipes. Franchement, ça va être une rencontre à suivre. Alors, toujours pareil, Facebook de l'ASEC Mimosa, au moins pour le match qui sera en Côte d'Ivoire. Sachant qu'avant la phase de poule, généralement, les matchs sont très peu retransmis à la télévision, hormis les chaînes locales.
Ensuite, on a les JS Kabylie qui va affronter les Togolais de l'AS Okara. Pour continuer avec les Algériens, c'est Belouizdad qui va affronter le Djoliba du Mali. Là aussi, très très grosse affiche entre les Young Africans et le Al Hilal. Là aussi, il y a un gros qui va rester sur le carreau, un Koma Sekoroya. Voilà, des équipes qui ont le niveau, les deux équipes qui ont le niveau phase de poule qui s'affrontent. Donc les surprenants Burundais qui vont jouer le vainqueur de Zamalek et l'export du Tchad. Mais bon, Zamalek a gagné 2-0 la manche aller qui s'est jouée au Cameroun, mais c'était le match au Tchad, hein, vous m'avez compris. On a un Cape Town City, les Sud-Africains face au Petro Luanda d'Angola, pardon. Primero de Agosto, là aussi très grosse affiche face à Simba SC. Du coup, les deux clubs tanzaniens n'ont pas été très très vernis par le tirage au sort. Ça peut faire des dégâts. Les deux clubs éliminés, je pense que la Tanzanie n'est pas prête. Ça risque de faire beaucoup, beaucoup de bruit. Et après, on a Coton Sport qui a la chance de rencontrer les Léopards d'Eswatini et les surprenants burkinabés qui ont éliminé la Santé Kotoko. Ils vont jouer contre l'AS Vita Club. L'AS Vita Club du Congo qui était tête d'affiche il n'y a pas si longtemps encore de la Ligue des Champions, qui a souffert au premier tour. Et là aussi, attention, ils ont réussi à surprendre les Ghanéens. Attention que les Congolais ne passent pas aussi à la trappe. Et enfin, le dernier match, ce sera Al-Merrek du Soudan face à l'Al Ali Tripoli. Voilà. Les matchs vont se jouer en octobre. Donc il y a encore un petit peu de temps, mais je pense que l'actualité entre-temps nous permettra peut-être pas de pouvoir y revenir avant que les matchs ne soient joués. Donc voilà, c'était l'occasion aussi d'en parler maintenant. Je pense que valait mieux le faire là. Ouais, complètement. Quelques petites questions PM par rapport à l'île Maurice. Est-ce qu'ils ont envoyé un club ou pas? Est-ce que on a Romano qui nous dit que le championnat n'a pas eu lieu la saison dernière. Est-ce que tu as des infos toi là-dessus? Non, franchement, non, je ne pense pas. Après, Maurice, qu'est-ce qu'ils ont comme gros club à l'île Maurice? Peut-être en voyant les noms des clubs, ça va mieux me revenir si tu me laisses juste 2 petites secondes Je te pour laisse checker. juste 2 petites secondes parce qu'après je t'enverrai une autre question sur les Algériens. Euh, Tu vois, ça manque d'un petit intermède K-pop, là, tu vois. Écoute, je te propose de chanter. Vas-y, Non, mais vas-y. alors moi, je On ne est suis tout pas oui. allé au concert de BTS, cher ami, donc je ne Mais, connais mais pas les c'est- chansons. mais c'est quelque chose que j'assume Après, parfaitement. Vas-y, PM. je disais, après, voilà, Maurice, c'est quand même voilà, ça fait partie des tout petits pays. Alors là, je vois la Port-Louis, Pamplemousse SC, tu vois, en parlant de jolis noms. Ouais, c'est pas mal. Le cercle de Joachim, celui-là aussi, il est pas mal. Non, bah écoute, déjà, c'est pas des équipes qui vont très loin dans ces compétitions de base. C'est un peu comme Zanzibar, quoi. C'est hyper compliqué. En fait, ils ont quand même une place pour pouvoir être entre préliminaires, mais non. Et il y a aussi le FC Dodo. Là, on a quand même le championnat de Maurice, il est pas mal niveau nom des clubs. FC Dodo. Ah, c'est pas mal. C'est vrai, c'est pas Et mal. il y Après, a le Racing Club de 4 bornes. Celui-là aussi, il est cool. bah voilà. En tout cas, si j'en crois ce que je vois également, je peux à peu près confirmer ce que ça a l'air d'être bon, hein, Romano, ce que tu dis. Il n'y a pas l'air d'y avoir eu un championnat 2021-2022. Donc, ce qui peut expliquer aussi l'absence de ces clubs-là. Dernière petite question par rapport à la C1 PM. C'est justement par rapport aux équipes algériennes. Elles sont, bon, on a vu quand même des beaux parcours algériens ces derniers temps, surtout en C3 si je ne me trompe pas. Elles sont parmi les outsiders favoris, ces équipes algériennes, ou elles sont quand même encore en retrait? Non, bon, en tout cas, pour la Ligue des Champions, elles sont en retrait. Déjà, il manque les gros clubs d'Alger Ouais. qui ne sont pas là. La JSK, Belouizdad, ouais, c'est le pro. Disons que leurs adversaires font que ils auront probablement la chance de se retrouver en phase de poule. Jouer contre le champion du Togo ou le champion du Mali, ça reste à leur portée. Par contre, après, dès que le niveau va commencer à devenir un petit peu plus sérieux en poule, voilà,
on n'est jamais à l'abri d'une surprise, encore plus dans le football africain. Mais honnêtement, ils sont quand même en retrait. Au moins, sur le papier, ils sont loin des clubs marocains, par exemple, Ouais. qui sont devant. Des clubs égyptiens aussi qui sont un peu devant. Voilà, il y a le football algérien était un peu dans le creux de la vague. Finalement, il y a eu comme un contre-coup de la victoire de la CAN. Et finalement, derrière, ça a été un peu plus compliqué. Le football local a peut-être aussi souffert de la révolution et tout ça. Enfin, voilà, tout a été un petit peu chamboulé. L'environnement du football a été un peu chamboulé. Et peut-être que c'est aussi les conséquences de tout ça qui font que le football algérien est un petit peu dans le creux de la vague en ce moment. Ouais, il me semble Pas que en club, la sélection aussi souffre. C'est pas, Ouais. voilà, généralement, c'est lié. Il me semble qu'il y avait eu, tu me corrigeras peut-être, c'est pas la JSK qui était allée en finale de C3 il y a 2-3 ans? Je pense que c'était un petit peu plus vieux que ça. Mais c'est pas impossible. C'est des bons clubs. La JS Kabylie, c'est un club qui est régulièrement en compétition continentale. Mais ils sont quand même un petit peu inférieurs aux autres mastodontes. Par exemple, les 6 clubs qui ont été exemptés de tour préliminaire sont clairement au-dessus. Il y a pas photo, quoi. Sur le papier, en tout cas, il y a pas photo, que ce soit en termes d'effectifs, même face aux Sud-Africains de Mamelodi, ils sont quand même un peu loin derrière. Après, voilà, il y a toujours les ambiances, il y a toujours des éléments qui font que des surprises sont possibles. Ouais. Mais voilà, ça va être quand même compliqué pour eux. Et j'avoue que j'ai un souvenir assez récent avec le tournoi Révélo où il y avait la sélection algérienne, il y avait quelques joueurs du CRB qui étaient franchement parmi les plus intéressants de la sélection. Hein. Donc à surveiller hein, s'ils peuvent se faire un joli parcours. On a fait la C1, je pense qu'on a fait le tour de la C1 PM. Ouais, je vérifie Ouais. pour le palmarès de la JSK en même temps que tu introduis le. Ouais, ben voilà, comme ça je te La laisse le C3. temps. On va passer à l'autre, à la C3. Alors on va rappeler, tu l'as dit déjà, mais on va quand même le rappeler, que les équipes qui ont été éliminées dans ce premier tour préliminaire, elles sont éliminées de toute compétition continentale. Celles qui seront éliminées au second tour de la C1 iront jouer un barrage, c'est ça, contre C'est ça. contre Ouais, des j'ai équipes. vérifié le règlement pour être sûr. En fait, il y a un dernier tour de barrage. Une fois que les barrages de Ligue des Champions sont finis, il y a encore un tour qui va avoir lieu pour la Coupe de la Confédération où tu vas avoir une partie où tu vas avoir les éliminés du prochain tour là, de la Ligue des Champions qui affronteront des qualifiés du tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Voilà. Et pour finir avec la JSK, effectivement, ta mémoire est très bonne puisqu'ils étaient en finale en 2021. Pas l'année dernière, l'année d'avant. Ok, c'est ça. Par contre, je sais plus contre qui ils ont perdu, mais voilà. C'est pas des Marocains en face? Je sais plus. Bref, c'est pas grave. Je vais pas te poser 75 calls à la seconde. Non, Je sais qu'il y a Berkane qui en gagne une qui gagne l'année dernière. Je sais pas s'ils ont pas fait peut-être. Je sais plus. Ils ont peut-être perdu contre le Raja. Merci, monsieur Yass. Merci. Voilà. Contre le Raja. Spécialiste du forum. Il y a 2 ans. Bah ouais. Donc voilà pour la C1. On va passer à la C3. Là aussi, pareil, je me suis amusé à faire mon petit tableau. Donc, parce que, comme l'a dit PM, faut pas compter sur la CAF pour avoir les résultats, puisqu'ils ne les donnent pas. Bon, déjà, ils utilisent, faut le dire, ils utilisent souvent Google Translate pour la version française du compte Twitter, par exemple. C'est assez fabuleux, parce que parfois, ça donne des phrases assez magiques. Mais bon, voilà. Donc, concrètement, voilà le panneau, le tableau, pardon, de ce premier tour préliminaire de la C3. Même question, PM. On en retient quoi de ce tour préliminaire? Là aussi, il n'y a pas eu grande surprise. Bon, moi, pour ma part, ça a commencé avec le club béninois, Buff de Borgou, qui s'est pris ça m'a surpris une telle défaite face au Calonne FC de Sierra Leone. Peut-être que Calonne, ça vous parle. Il y a un joueur qui était passé, je crois, du côté de l'Inter, de Monaco, tout ça, Mohamed Calonne, effectivement. C'est son club? C'est son club. Incroyable. Le Calonne FC, voilà. En toute simplicité. Incroyable. Et du coup, ils ont quand même eu une belle rouste au Buffet de Borgou, qui était quand même qui est un gros club béninois, champion en titre l'année dernière, etc. Voilà, on s'attendait pas à ce qu'ils prennent 4-0 par des Sierra Leone et ça a un peu piqué. 3-0, perdre 1-0 à la maison et 3-0 là-bas. Voilà, sinon la grosse confrontation là, c'était entre l'AS FAR de Rabat face aux Remo Stars du Nigeria
Et ben, c'est l'AS Phare qui l'a emporté grâce. Peut-être que je retrouve les résultats. J'avais lu, c'était hyper serré, 2-1, hyper ils ont gagné serré, au hyper Pinier, ouais. serré. Et ils gagnent 1-0 là-bas. Voilà, Mm. c'est ça. Ils font l'exploit de renverser la situation, enfin de gagner au Nigeria. Ce qui était pas d'entrée, enfin voilà, c'était pas évident, c'était pas sûr. Voilà, Ouais, Monsieur Yas sinon, nous confirme qu'ils ont bien souffert, hein, l'AS Phare. ouais, il a regardé le match. Bon, en même temps, c'est une grosse équipe. Enfin, le Nigeria, c'est toujours des grosses équipes, hein. C'est un pays avec tellement d'habitants que le réservoir de footballeurs, il est tellement gigantesque. Il y a qu'à voir, il y a des Nigérians qui jouent partout, à tous les niveaux, dans tous les championnats du monde. Donc, forcément, ben, vous arrivez quand même à avoir des équipes hyper intéressantes au pays. Et c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué de gagner chez eux. Du coup, c'est un bel exploit qu'ont réalisé les militaires de Rabat. Voilà, sinon, je regarde, j'avais pas vraiment noté en fait de grandes surprises. Euh, Alors on a 2 matchs annulés, hein, c'est ça si j'ai bien noté. Il y en a un qui doit se jouer, on est le combien? Le 19 qui se joue demain. Le match retour se joue demain, il me semble, entre l'AS Douane et le Real de Bamako. ouais, C'est le retour, hein, qui se joue demain, je crois. Et on a deux matchs annulés encore avec une équipe venue des Seychelles, notamment. ouais, bah écoute, là, j'en sais pas vraiment beaucoup plus. On a du coup, il y a les Tchadiens de l'AS Santé d'Abéché, parce qu'on a quand même parlé d'eux la dernière fois, donc c'est intéressant aussi de suivre un petit peu ce qu'ils ont fait. Du coup, éliminé 2 défaites face aux Mozambicains de Ferrovario des Beira. Là aussi, le Ferrovario, c'est un gros club, c'est un club qui est habitué à jouer les compétitions continentales. Donc voilà, c'était pas forcément une surprise. Ils ont quand même bien résisté, mais ils ont perdu les 2 matchs à la maison, entre guillemets, au Cameroun et là-bas. Donc, ouais, voilà un petit peu. Sinon, il y a pas grande surprise. Là, on peut passer directement aux affiches du prochain Vas-y. tour, parce qu'on va avoir aussi des clubs qui étaient exemptés de premier tour, qui vont rejoindre la compétition, et on va avoir droit à des affiches assez intéressantes. Donc, pareil, hein, je vous l'ai dit tous, et il y a pas non plus 40 000 matchs, donc ça va aller. On a donc pour le Maroc, ça continue avec le Nigeria, puisque la RS Berkane va affronter le Kwara United. Là aussi, pas évident, même si Berkane part assez favori. Les Algériens de la GS Aoura vont jouer Gagnoa de la Côte d'Ivoire. L'USMA va jouer contre l'AS Kara du Togo. Alors là aussi, les Algériens, pas forcément les plus impressionnants, pas ceux qui vont peut-être faire le plus peur sur le papier dans cette compétition, mais ils ont un tour abordable, donc voilà, ils peuvent être au prochain tour, sachant voilà, qu'il y aura encore un autre tour à passer en Coupe de la Confédération. Mais On attends, a. je te coupe 2 Ouais, secondes. On est quand même, ça veut dire, je reviens sur Berkane, ça veut dire que concrètement, le champion en titre entre au deuxième tour préliminaire. ouais, 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 bah, comme pour la Ligue des Berkane qui a Champions, gagné hein. 2 des 3 dernières, hein, au Ouais, passage. ben, pour la Ligue des Champions, c'est pareil. Les 6 exemptés, quoi, les 6 plus gros clubs du continent, ils rentrent au deuxième tour, donc ils peuvent quand même se faire sortir et pas faire la phase de poule, hein. Et Ok. là, ben, en fait, c'est un peu pareil, sauf qu'ils vont avoir un autre match à jouer s'ils se qualifient là, derrière, face à potentiellement un qui est repêché de la Ligue des Champions. Donc ça peut être un peu compliqué, sachant qu'on a vu qu'il y avait des affiches de l'autre côté. Donc tu peux te retrouver, pas de chance au tirage au sort, un adversaire vraiment hyper costaud. Compliqué. Après, donc on va continuer en Tunisie, et le CSS va jouer contre les Éthiopiens de Facile Kenana. Bon, déplacement en Éthiopie, ça va être compliqué. C'est une équipe qui est à leur portée, largement à leur portée, sur le papier archi favori, le CSS. Mais voilà, le terrain en Éthiopie risque d'être dans un sale état, et l'ambiance risque d'être assez, comment dire, détonnante, et voilà, ça peut toujours avoir son incidence. Les Libyens d'Al Nasser qui joueront contre l'équipe de Kigali, le club africain qui va affronter le Kipanga FC de Zanzibar. Voilà. Là, Ok. s'il n'y a pas 9 ou 12-0 en cumulé, bon, surprise. Ouais. On a Attention parce que tu viens peut-être de déclencher l'effet Hello, hein.
Ouais, non, mais là, quand même, enfin, on demandera à Farouk son opinion, mais si le club africain se fait sortir par une équipe zanzibari, là, c'est Il viendra pas donner son opinion, il viendra insulter des mères. je pense que c'est même pas envisageable. Non, Voilà. c'est vraiment là, pour le coup, il y a quand même un gouffre entre les 2 équipes. On a Azam qui va jouer contre Al Akdar de Libye, Zesco United, finalement, qui va être peut-être la seule véritable chance zambienne en compétition continentale cette année. C'est quand même surprenant, sachant que les Zambiens, ils avaient l'habitude d'être assez performants dernièrement. Donc voilà, qui vont jouer contre les Sud-Africains de Royal Am. Saint-Éloi Loupopo, du coup, tu vois, moi j'ai Saint-Éloi Loupopo qui est qualifié par Ok, rapport bon bah voilà. au truc. Donc voilà, à voir. Pour moi, donc logiquement, on est peut-être dans les mêmes cas Ouais. qu'on a eu pour la Ligue des Champions avec une défaillance de l'autre équipe. Et du coup, ce qui fait que c'est les Congolais qui se retrouveront face à Sagrada d'Angola. J'ai aussi Saint-Michel United, donc des Seychelles, qui là, pour le coup, est l'équipe qui passe. Ça fait Euh, quand même 2 équipes des Seychelles qui passent le premier tour, hein. ouais. Bon, dans des conditions peut-être particulières, mais le fait est qu'elles passent. Ouais, je t'avoue, j'aurais bien aimé là. C'est vrai que les équipes équato-guinéennes aussi, c'est la deuxième équipe équato-guinéenne qui n'a pas voyagé. Donc Oui, voilà. Bah, en tout voilà. cas, effectivement, à l'avantage des Seychelles, tout est bon à prendre. Et donc, ils vont avoir quand même fort à faire face au DCMP, les Dauphins Noirs de RDC, les Diables Noirs de la République du Congo, de l'autre côté du fleuve Congo, face au Ferrovario donc du Mozambique. L'AS FAR qui va avoir de nouveau très très fort à faire face à l'Ashanti du Ghana. On a Futur FC d'Égypte qui va jouer contre Calonne, donc le club Sympa aussi. de Mohamed Calonne. Là aussi, bon, ça devrait être Futur FC. Je connais pas trop cette équipe égyptienne, mais de base, sur le papier, tu te dis que c'est quand même supérieur à la Sierra Leone. Marumo Gallants des Sud-Africains face au seul représentant aussi qui reste en compétition continentale pour Madagascar, El Gecko Plus. Et donc le Hearts of Oak va affronter le Hearts of Oak du Ghana va affronter le vainqueur de AS Douanes Real Bamako. Voilà un petit peu, donc des affiches intéressantes. Là aussi, des matchs à retrouver. Voilà, si vous avez dans le forum, donc je vois qu'on a réussi à retrouver les matchs de la SFAR. Voilà, c'est comme ça, c'est du bricolage encore qu'il faut faire pour pouvoir suivre ces compétitions. Autant vous dire que c'est pas en allant sur votre site de streaming habituel que vous allez trouver le lien. Voilà. Donc, Ouais, donc il faut, voilà, PM vous l'a dit, il faut aller se balader du côté de Facebook surtout. ouais, C'est là que ça se passe, quoi. les pages Facebook des clubs. Ouais. Déjà, première étape, page Facebook des clubs. Et puis après, deuxième étape, peut-être des pages de supporters, des choses comme ça, notamment pour les clubs maghrébins. Vous allez trouver facilement des liens pour pouvoir suivre les matchs des équipes tunisiennes, algériennes ou marocaines Ok. en fouillant un peu Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Et bien voilà pour la partie continentale africaine. Les rendez-vous, c'est début octobre, hein. J'ai plus les dates en Ouais, tête, c'est mais j'ai bien la noté. 6, 7, 8 et 9 octobre pour les matchs aller et le retour le week-end suivant. Et bien voilà, vous avez. Voilà, ça va aller assez vite avec C'est la Coupe du dans Monde. 15 jours, à Ouais, peu près. et puis avec la Coupe du Monde qui arrive aussi, ben, ça a chamboulé un petit peu le calendrier aussi de la CAF Mais la phase de qui a groupe expédié. ne débutera pas avant la Coupe du Monde quand même. Non, mais il fallait tout expédier avant, Ouais, quoi. c'est ça. Ouais, parce que Ouais, là, il reste sachant un qu'il va second tour et rester, des barrages, c'est ça? voilà, il va rester encore un autre tour à passer pour la Coupe de la Confédération, Ok. qui Bon, peut t'amener facilement à fin octobre, quoi. qui Début va nous novembre. amener même peut-être même à début novembre, hein, pour dire les choses Ouais, clairement. exactement. Donc voilà. Et la phase de groupe, elle démarrera, j'imagine, début d'année prochaine. Je sais pas si tu as l'info. Logiquement, après, peut-être qu'ils vont vouloir faire les originaux et nous caler une journée À Noël. juste avant la Coupe du Monde. On sait jamais. Bon, Non, enfin, après, on connaîtra déjà les affiches, logiquement. Le tirage au sort sera déjà effectué pour la Ligue des Champions. Donc, on connaîtra logiquement les groupes. Donc, après, pourquoi pas jouer un match avant, hein. C'est eh pas, ben, c'est pas écoute, interdit. on verra. En tout cas, on reviendra sur les tirages. On en parlera quand il le faudra et on continuera de suivre de manière régulière dans la page africaine, notamment du 9-10, ce qu'il se passe dans ces compétitions continentales, ces 2 compétitions continentales africaines de compétitions continentales de clubs.
Et Voilà, on va. ouais, juste pour conclure, Vas-y. je voulais quand même dire, plus on avance dans la compétition, plus les noms surprenants disparaissent. Ouais, bah ouais, Voilà. c'est ça. Mais c'est Donc, aussi pour ça que ces premiers tours sont sympas, parce qu'on a parlé des ouais, noms, voilà. on a rigolé un petit peu, machin, mais c'est vrai que voilà, c'est aussi ces noms-là qui font le foot africain. Et c'est aussi ce qui est sympa dans ces tours préliminaires, de croiser ces équipes-là, les Flambeaux du Centre, les AS Douanes, etc., etc. Voilà, Ils ont ces mis tout équipes-là, le on les verra budget pas dans le après. nom, alors ils ont plus rien après, hein. Pardon? Ils ont mis tout le budget dans le nom. Peut-être. Non, mais Ah, voilà, ça mais compte fort, c'est hein, la la seule com, occasion hein. de les croiser concrètement. Ouais, franchement, à moins de. Enfin, je vois pas trop Non. enfin, à moins de suivre le championnat local, quoi. Sinon, c'est vrai que c'est des équipes, c'est des noms qu'on entend très peu parler. Il n'y a pas de joueurs internationaux qui sont dans ces équipes-là. Du coup, c'est pas en faisant ton panini pour la Coupe du Monde que tu vas voir Non. apparaître que l'attaquant de Messager FC ou de Flambeau du Centre Ou des Diables Noirs, ou enfin, des voilà, que Dragons l'attaquant de Noirs. je sais pas quelle équipe joue là, quoi. Donc Ouais, voilà. ouais, non, c'est clair. Non, mais bon, voilà, bah, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de suivre ces premiers tours-là. Voilà, on a fait le point, justement, sur ce premier tour préliminaire de la C1 et ce premier tour préliminaire de la C3. On suivra la suite des événements avec toi, PM. Et on va en rester là pour notre page africaine de la semaine, hein. On avait dit qu'on faisait un focus sur les compétitions continentales. On va te remercier, PM, et puis on va te donner rendez-vous dans le prochain 9-10 pour une nouvelle page africaine. Ouais. Bah écoute, là, il y a les sélections qui arrivent, il y aura beaucoup à dire, sachant que la Coupe du Monde aussi arrive à grands pas. C'était censé être court. Bon, je viens de regarder l'heure. Ah Raté. ouais, non, ça va, c'est plus court que d'hab, mais ça va. Ça va. Allez, bah écoute, on va enchaîner, on va partir en Asie avec Baptiste. On va aller, pareil, faire un autre point sur une compétition sur la K-League. Allez, on ouvre tout de suite la page asiatique. Et je le disais, Baptiste, on ouvre la page asiatique. On va parler de ton petit championnat rien qu'à toi, hein, ton championnat préféré. Celui Ouais, qui je te- remarque que tu as mis la photo de Leonardo pour parler de l'Asie. C'est nickel. On va parler de dans, Corée du on est Sud, dans on le va parler de thème. K-League. On va parler de K-League. J'allais pas mettre une photo de. Est-ce que je demande à Pierre de prononcer le FC Seoul? Mais voilà, Non, donc non. forcément, j'envoie ce qu'il faut. J'envoie la photo de Leonardo parce qu'on va évoquer la K-League, on va évoquer forcément Ulsan, euh, parce que on arrive, tu l'as abordé aujourd'hui, hein, dans le Chugan du jour, qui est publié sur Hello. On arrive au moment de la scission en K-League. C'est-à-dire que le championnat va se diviser en deux. Bah, je vais te laisser expliquer en quoi consiste cette scission et je vais en profiter pour afficher le classement. Alors, la scission, c'est très simple. Les 6 premiers sont dans le final A, comme ils l'appellent. Les 6 derniers, pardon, dans le final B, dans le final B. Et en fait, les 6 premiers vont encore jouer une fois les uns contre les autres. Et le final B est exactement pareil, ils vont jouer encore une fois les uns contre les autres. Ce qui fait qu'on aura donc encore 5 matchs en plus pour chaque équipe, ce qui fera 38 journées comme un championnat classique en Europe. Voilà, tout simplement. Voilà, donc vous l'avez compris, on entre maintenant dans le sprint final et en gros, les gros bras vont s'affronter entre eux et ceux qui vont jouer leur survie. Parfois, parce qu'il y en a, on peut tout à fait imaginer par exemple que le Suwon FC ne va pas jouer grand-chose sur cette phase finale. Ça peut aller très vite. Je me souviens l'année dernière, on disait pareil de Pohang et ils ont quand même alors ils ont un petit peu tremblé parce que ça peut aller très vite. Il suffit de perdre 2 matchs et que les 2 autres de derrière en gagnent 2. Ça peut très vite tout chambouler en fait finalement puisque, les uns jouent contre les autres, tous dans le même groupe, sachant que Suwon FC, même s'il met par exemple 52 points et que Gangwon en reste à 45, ils ne passeront pas devant donc ça peut aller très, très vite et Ça peut aller vite, mais par exemple, Suwon a 10 points d'avance sur la ligne rouge, on va dire, hein. La ligne, c'est les barragistes, hein, parce qu'il n'y en a qu'un seul exactement. qui descend directement, hein, qu'on dise bien. Il y en a qu'un qui descend directement le 12e. Le 11e va affronter le 2e de K-League 2 et le 10e va affronter le vainqueur des playoffs de K-League 2. Voilà, donc pour l'instant, Suwon FC a 10 points d'avance, on va y revenir sur la relégation, mais bon, 10 points quand il en reste 15 à prendre, tu te dis que tu as un matelas quand même. Oui, après on va parler d'Ulsan quand même, Voilà, et oui. ben tu vois, regarde, t'as vu? C'est construit à merveille, La parce que perche est bien justement, tendue. on va regarder maintenant en haut, on va regarder, on va essayer de faire un petit peu le bilan
par certaines zones de ce classement, les zones d'intérêt de ce classement. Le titre, c'est pas une surprise. Enfin, c'est pas une surprise. Si, au début de saison, c'est pas une surprise. Il va se jouer entre Ulsan et John Book. Ce qui peut l'être, ou pas d'ailleurs, c'est qu'on est quand même plus très loin d'un potentiel nouveau craquage d'Ulsan dans cette fin de saison. C'est ça, en fait, pour une fois que Ulsan on annonce qu'ils vont être champions, parce que depuis le début de saison, ils sont premiers. Je ne sais même pas s'ils ont été une seule fois non premiers. Peut-être la première journée ou les 2 premières parce que différence de but, etc. Mais il y a 3 matchs de ça, ils avaient 11 points d'avance. Au bout de 3 matchs, ils n'en ont plus que 5 sur John Book qui en plus n'est pas bon. Donc on connaît Ulsan, on sait que Ulsan est très connu pour faire des chocs assez incroyables. Et là, on se dirige tout droit vers quelque chose d'assez sensationnel parce que passer de, je crois qu'à un moment, ils en avaient même plus que 11, mais Ouais. là, 11 points d'avance à 8 matchs du terme, arriver avec 5 points d'avance à 5 matchs, sachant qu'il va encore y avoir un match face à John Book. Cette saison, ils en ont gagné un et ils ont fait un match nul, ils en ont perdu un. Donc ils ont pas forcément un bilan positif puisqu'il est neutre. Ils vont affronter Pohang qui leur a mis quand même 2 défaites sur les 2 derniers matchs. Ils vont affronter Incheon qui ne nous ont pas battus cette saison et finalement il reste que Gangwon et Jeju où finalement on peut se dire: «Bon bah là c'est 6 points d'office». Ça va être compliqué en plus. Et d'autant plus, et pour en avoir déjà fait en live des Ulsan John Book, que quand ils sont sous pression des Green Warriors, ils ont vraiment tendance à avoir un vrai complexe, à vraiment avoir peur du match et à complètement déjouer Ulsan. Exactement. Et en plus, il faut pas oublier qu'ils vont jouer la demi-finale de la FA Cup le 5 octobre. Donc reprise du championnat, juste après la trêve internationale, mais juste avant, il y a quand même un Ulsan John Book. Si John Book le remporte, je pense que Ulsan, ils ont la tête dans le seau et ils en sortiront jamais et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que, on peut revenir à je pense que là, la K-League, si Ulsan ne gagne pas cette année, je pense que la K-League, mais elle va imploser. C'est-à-dire que John Book, ils sont impossibles à aller chercher. Si cette saison, Ulsan ne gagne pas, je ne vois pas comment déjà Hyundai va continuer à mettre de l'argent parce que c'est quand même, ça va faire maintenant la 3e, 4e saison où ils veulent impérativement le championnat. S'ils perdent de cette façon-là, ça risque d'être assez incroyable. Il y a un vrai risque que Hyundai dise bon allez c'est bon on arrête les frais avec eux. Il peut y en avoir un, c'est qu'au bout d'un moment, s'ils n'arrivent pas à avoir leur objectif, ils vont forcément, à un moment donné, couper les ponts. Alors pas totalement, mais on le voit par exemple, Seoul, ça a diminué progressivement. Alors oui, ils ont changé un peu de propriétaire, mais ça a diminué. Pohang, ça a diminué. Il y a la crise financière, actuellement, voilà, il y a eu le covid qui est passé par là, il y a moins d'argent dans le football sud-coréen. Si ton équipe ne gagne pas, il y a tendance à ce que ça risque de descendre, hein. Il ne faut pas oublier que Ulsan, pendant plusieurs saisons, n'avait pas autant d'argent qu'ils nous en ont ces dernières années. C'est vraiment Hyundai qui est arrivé, qui a remis de l'argent sur la table pour relancer l'équipe. Donc, ils ont un objectif, ils ne l'atteignent toujours pas. Ça risque de faire grincer des dents. Et on va rappeler donc qu'ils n'ont, je vais vous remettre le classement hein, parce que je vous ai mis une image de John Book, on l'a dit, qui n'est pas franchement le meilleur John Book de ces dernières années, très loin de là, mais au-delà des 5 petits points d'avance qui leur restent à 5 matchs de la fin, hein, il reste 15 points à prendre, il n'y a absolument quasiment plus aucune avance au niveau de l'attaque. On rappelle qu'en Corée du Sud, c'est pas une histoire de différence de but, c'est la meilleure attaque qui passe devant. Il n'y a qu'un seul but d'écart entre les deux. Et ça bah, on s'en souvient. C'est le c'était en deuxième problème, 2020. parce qu'ils ont déjà perdu un titre comme ça. Exactement, en 2020. Donc, et pourtant, ils avaient eu de l'avance hein, en termes de score, en termes de buts, pardon. Oui. Et bah, en fait, la victoire de John Book 5-0 face à qui d'ailleurs? C'est pas Daegu. Face à Daegu, exactement. Face à Daegu a en fait remis un peu tout d'équerre. Donc, non, non, mais c'est très dangereux et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que chaque match, chaque match va être tendu. Chaque match va être tendu et je pense qu'un seul faux pas de John Book, c'est fini. Oui, ça y ressemble. On n'a pas le calendrier encore hein, de la phase Non, finale. ils On l'ont est pas d'accord. encore sorti. Je pense qu'ils vont attendre, je pense début de semaine prochaine, on va l'avoir. Il faut aussi qu'ils puissent regarder,
Alors, il est assez compliqué parce que comme ils ont fait 3 matchs, il faut regarder qui peut jouer à domicile, qui finalement va aller jouer à l'extérieur parce que, par exemple, s'il y a un alors je sais pas, mais je crois que Ulsan a joué 2 fois alors attends, par rapport à John Book, par exemple, ils ont pardon, ils ont joué 2 fois à Jeonju cette saison, Donc en donc théorie, c'est à Ulsan. en C'est théorie, chez c'est à eux. Ulsan. Donc, tu vois, il y a ça à prendre en compte, c'est Ouais. qu'on ne peut pas jouer 3 matchs chez telle équipe. Donc il faut qu'ils réfléchissent, qu'ils les positionnent correctement parce que ça pourrait être drôle d'avoir quand même le Ulsan Jeonbuk à la fin de la saison. Moi, j'aimerais bien, mais C'est probablement ce qui va se passer. il faut qu'ils arrivent à le faire dans leur logiciel Ouais. voilà, donc mais bon, pour le moment, c'est pas encore sorti, mais voilà, en plus à John Book, la saison est bien tendue. Là, les supporters, ils en ont après le dirigeant et après le coach, donc voilà, là, ça va être une bonne fin de saison comme on n'a pas eu depuis quelques années en Corée. Ouais, exactement. Donc ça sera pour la lutte pour le titre, parce que ça ne va concerner que ces deux équipes. Vous voyez le classement. Le troisième, c'est Pohang, celui qui a l'habitude de faire écraser, de permettre à Ulsan de s'écraser en fin de saison. C'est souvent Pohang qui est dans le coup. Pohang qui est un petit peu entre les deux, hein, parce ils sont à 6 points de Jeonbuk, ils ont 6 points d'avance sur Incheon. Est-ce qu'ils peuvent être en danger pour leur place en ACL, Pohang? Alors, je pense pas. Après ça, encore une fois, ça va très vite, je pense pas, mais par contre, de ne pas avoir gagné ce week-end contre Songnam, ils peuvent s'en vouloir parce qu'avec 2 points en plus, Hmm. ils pouvaient quand même mettre un peu plus de pression sur Ulsan, et notamment sur Jeonbuk. Mais là, je pense qu'ils vont confortablement rester 3e. Là où ça va avoir de l'enjeu, c'est pour l'équipe qui va jouer, la 4e place parce que, sincèrement, même si la demi-finale, c'est Ulsan Jeonbuk, je pense que c'est Ulsan ou Jeonbuk qui va remporter la coupe, donc la 4e place deviendra, qualificative. Et là, Et là, c'est c'est chaud. totalement ouvert. Là, c'est totalement ouvert, même si Gangwon, je m'y attendais pas, très sincèrement, je m'y attendais pas, mais c'est très ouvert et Gangwon, leur objectif depuis plusieurs saisons et depuis leur arrivée en K-League 1, c'est d'aller en ACL. Donc là, ils ont vraiment, Jeju n'avance plus. Incheon, c'est pas leur habitude de jouer ce niveau-là. Je pense que ça va être très ouvert. Il va falloir regarder pour la 4e place parce que Daegu, Séoul, alors je vais le dire correctement pour Pierre, prends des notes, Seoul, par rapport à voilà, pour ces 2-là, ils vont potentiellement les 2 va aller en finale, c'est sûr, de FA Cup, mais ils la gagneront pas. Ouais. Et donc, ouais, c'est bien de le préciser. Donc, le finaliste de la FA Cup qui sera face à Ulsan ou Jeonbuk ne se qualifie pas automatiquement. C'est Non, comme chez nous, ça envoie vers le quatrième. exactement, ça envoie Il vers le faut qu'il la 4e. gagne pour aller en ACL, quoi. Exactement. C'est pour ça que l'année dernière, enfin cette année, on a eu Jeonnam, Oui. en ACL parce qu'ils ont remporté la FA Cup face à Daegu d'ailleurs et bon, ça a été une catastrophe pour eux. Ils n'avaient pas le niveau, c'était clair, mais voilà, c'est forcément le 4e ou le gagnant qui En tout cas, ça va être intéressant à suivre cette lutte pour la quatrième place. C'est vrai que, bon, après, il y a, moi, pour les suivre un petit peu, Jeju, Incheon. Incheon, c'est pas fou, mais ils sont chiants à jouer, hein. Pour dire les mots clairement, ils sont chiants. Ils sont pénibles oui, à jouer, bah, Incheon. déjà, ils ont un terrain qui est dégueulasse, Oui. voilà, ça fait toute la diff et puis ils ont un coach qui connaît bien ça puisque c'est l'ancien de Jeju, Cho Sang-wan, qui avait fini 2e avec Jeju il y a, en 2016 ou 2017, donc il sait comment on joue. Ils ont pas des joueurs incroyables, ils ont très peu de moyens et pourtant ils y arrivent et en plus, ils ont perdu Mugosa, qui est encore dans les meilleurs buteurs de la K-League alors qu'il est parti à mi-saison. Mais voilà, Cho Sang-wan est quand même un des meilleurs entraîneurs de K-League. Il fait un travail extraordinaire et voilà, il met bien il a un bloc qui tient et il se projette très vite vers l'avant, comme il faisait avec, Jeju il y a quelques saisons et là, pour le moment, ça marche. Ouais, Donc ils sont très chiants à jouer. ils sont très chiants à jouer, exactement. Et voilà, donc ça va être le deuxième point chaud. Et il y en a forcément un troisième, c'est cette zone rouge qui, alors pour le coup, enfin je sais pas, c'est quand même une surprise de voir Suwon, les Blue Wings aussi bas. On les attendait peut-être pas forcément à jouer les premiers rôles, mais il y a eu une période où on se disait tiens ça y est, ça y est ils sont repartis. Et voilà. Bah, voilà, en fait, ils se sont fait, et moi, je pense que c'est la faute du covid, tout simplement parce que l'année dernière, ils étaient très bien.
jusqu'à mi-saison. Ils ont pris un mois de pause parce qu'il y avait, il y a eu la période, il y a eu la période des JO, il y a eu toute une période de repos qui était bloquée, alors je crois que oui, pour la CL exact, en plus. Et en fait, à partir de là, ils n'y arrivent plus. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les 6 premiers, c'était même, pas loin de la quatrième, troisième place et depuis un an, ils ne mettent plus un pied devant l'autre et c'est terrible parce qu'ils ont quand même c'est les mêmes joueurs, en fait Mmh. et ils ont même recruté des très bons joueurs, mais ils n'y arrivent plus. Park Cunha a été dégagé, ils ont été recruter, l'ancien entraîneur de Daegu qui alors ça a fonctionné à Daegu, mais pour moi, c'est pas un entraîneur, qui a des compétences incroyables. Son nom, si je l'ai en tête, Lee Byung-keun. Non, ça va pas. Il y a rien en fait et pourtant ils ont des bons joueurs et c'est surprenant de les voir là, quand on voit les joueurs sur le papier. Après ils ça fait plusieurs saisons quand même qu'ils Oui, qui sont pas dans oui, le dans le haut du pavé, mais c'est vrai que là, tu vois, par exemple, ces dernières semaines, ils avaient commencé à réenchaîner quelques victoires, et là, tu pouvais te dire, bon, ils vont finir par remonter et se sortir un peu, et puis finalement, rien du tout, quoi. bah, non, ils y arrivent pas et je pense qu'eux, ils vont pour le coup, j'ai plus peur pour eux que pour Daegu, par exemple. Je pense que là, les 3 qui sont derniers là seront les 3 qui seront encore derniers, à la 38e journée. Alors maintenant que je l'ai dit, c'est sûr, ce sera pas ça. Mais mais je pense que ce sera eux, parce que Gimcheon, bah, ils ont perdu beaucoup trop de joueurs. Ils ont perdu tous Ouais, leurs c'est toujours meilleurs joueurs. compliqué, ouais. C'est compliqué, cette saison, ça a pas pris. Malgré ceux qui sont arrivés, ça a pas pris. Kim Tae-hwan est peut-être arrivé au bout. Voilà, c'est comme ça, hein, on peut pas rester, plusieurs saisons au top. Je pense que là, il est arrivé au bout, il n'arrive plus à relancer son équipe malgré les joueurs qu'il a, et ça avance plus. Songnam, on n'en parle pas. Je pense que là, 11 points d'écart, Ouais, je pense que là, pour le coup, c'est cuit. Il suffit juste qu'ils perdent un match et c'est mort. Donc enfin, ils en ont oui, non, ils en ont 10, ils perdent un match et je pense que c'est mort. ouais. Après, Suwon FC et Seoul, on pourrait penser qu'ils sont à l'abri. Après, Seoul, faut pas oublier qu'ils viennent de perdre 3-0 contre Daegu. Ils ont perdu contre Suwon, ils sont bien capables de continuer à perdre. C'est-à-dire que Suwon et Daegu gagnent. Face à eux, ils sont plus qu'à 4 points. Et puis c'est une des critiques de ce système, de cette scission, dans le cas du Suwon FC et de Seoul, ils se retrouvent dans une espèce de position intermédiaire où ils jouent plus rien au-dessus. Et Et donc, il y a ce risque de se laisser un petit peu endormir sur un faux rythme en te disant c'est bon, on a de la marge. Pour citer des parallèles, d'ailleurs, c'est peut-être une histoire qu'on pourrait se faire avec Suwon avec les Blue Wings et un parallèle avec ce qui est arrivé à Grêmio au Brésil quand ils sont descendus l'année dernière. Sur ce côté, non, mais on ne peut pas descendre, tu vois. C'est voilà, on a de la marge, on peut pas descendre, on va se réveiller, ça va se relever et puis on peut pas descendre. Et au final, c'est trop tard quand tu te réveilles parce que en fait, tu te réveilles pas concrètement. Et bah, ça c'est peut ça. arriver, ce genre de danger-là. Et bah, c'est ce qu'a vécu Pohang l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils étaient 6e, 7e. Ils se disaient: «Non, non, mais on peut pas descendre» et ils ont fait un final B catastrophique. Donc i ça c'est toujours une position délicate et en plus, comme on sait que, alors Suwon FC, je pense que eux c'est réglé. Ils ont une façon de jouer où ils sont largement supérieurs à tous ceux qui sont derrière. Eux, clairement, ils sont supérieurs. Voilà, il y Ouais, a c'est rien même à dire. limite dommage qu'il soit pas top 6, hein. Bah, c'est ça, je pense que c'est en fait l'anomalie du top 6 c'est Incheon et l'anomalie du top, enfin bah, c'est même pas top 6 je sais pas comment on dit ça, des 6 derniers, c'est Du Suwon. bottom 6. Du bottom 6 c'est Suwon, Suwon FC. Par contre, Seoul, je pense qu'ils peuvent avoir peur. Ils peuvent avoir très, très peur. Parce qu'ils sont nuls défensivement, ils ont beaucoup trop de blessés encore aujourd'hui. Offensivement, ils comptent pas sur les bons joueurs et je ne dirai pas des noms parce qu'ils sont en sélection nationale et voilà. Non, ça On a dit qu'on fonctionne pas. n'insultait pas les mamans, Baptiste. Donc commence pas à chercher des joueurs. Non, je n'insulterai personne, mais non, ça ne fonctionne pas en fait et Seoul n'y arrivera pas s'il continue comme ça et Daegu, ils veulent se sauver à tout prix. Ça fera un peu tâche que Daegu descende. En fait, là, dans les équipes qui vont descendre, ça va forcément faire mal au cœur à quelque part parce que Songnam, on les connaît, on en a fait On en a tout un parlé, ouais. top 10 la semaine dernière. Suwon Blue Wings, c'est pas n'importe qui. Daegu, bah, depuis quelques saisons, c'est régulier
dans le top 6 et là, cette année, ils se sont ratés. Seoul, c'est pas n'importe qui non plus. Il y a que le Suwon FC et Gimcheon qui sont un peu les nouveaux, mais Suwon FC ne va pas descendre. Donc après, ouais, il y a un play-off, mais Oui, voilà. mais bon, L'équipe est tout peut tendue. arriver sur un barrage, hein. Attends, c'est aller-retour, donc ça va. Normalement, ça va, mais on sait jamais. C'est des histoires On de sait jamais. dynamique. Tu as une équipe dans une dynamique négative face à une équipe dans une dynamique positive. On est d'accord. Voilà, donc ça va bouger. Moi, je pense que ça va être assez intéressant à suivre. La prochaine journée, alors quand on aura le calendrier, on partagera, mais la prochaine journée sera très importante pour les dynamiques. Je pense que si c'est un autre match que directement Seoul-Suwon, les 2 clubs gagnent, les 2 clubs sont à l'abri. Ça, c'est sûr. Ils n'iront plus se faire reprendre. Par contre, s'il y a un bon petit Gimcheon-Suwon, ça risque d'être violent. Ouais, exactement. Ben, on suivra ça. Ça sera début octobre, après la trêve internationale, premier week-end d'octobre, hein, normalement. Même dernier week-end de Normalement, septembre, en fait, mais en fait, ils vont jouer 5 matchs. Ils avant vont la jouer Coupe du 5 Monde. matchs. Non, pas avant la coupe du monde, avant la fin du Avant. mois d'octobre. Ouais, c'est ça. Donc, ah oui, Parce donc ils qu'il ils vont jouer sur du milieu de semaine aussi. Oui, parce qu'il faut que la saison soit terminée, enfin les playoffs ont lieu fin octobre, parce que la fin de la saison, c'est le 30 octobre. Ok, et ben voilà. Donc, Donc ils vont alors je t'annonce que ceux qui vont aller jusqu'en playoff, ils vont en chier. ouais, Ils vont beaucoup, beaucoup courir. c'est ça. Et non, en plus cette saison, c'est sur un seul match les playoffs. C'est C'est même sur un pas match 2, sec. Et sur ben un voilà. match. Donc, capacité, probabilité d'accident assez élevée. Donc, voilà, ben, on suivra ça, hein, forcément. Ça serait drôle On quand même, suivra le ça. 10e descend, mais pas le 11e. Ouais. Et écoute, on Ça suivra. ça serait beau, ça serait beau. Tu finis 11e, tu descends pas, tu finis 10e, tu es descendu. C'est le principe du barrage, hein. Ça peut arriver. Ça peut arriver, on verra. Ça... Et en Moi plus, ça je peut être le cas, parce que si rien ne bouge tel qu'il est, tu peux tout à fait imaginer quand même que les Blue Wings, sur un barrage face à une équipe de K2, Ah bah, ça peut descendre. oui, mais Si c'est normalement le Blue Wings les Blue Wings peuvent normalement, tu vois ce que je veux dire, plus que Gimcheon, qui est peut-être, qui peut être peut-être plus en danger sur un Ah bah, barrage. de toute façon, les barrages, normalement, c'est Anyang et Daejeon. Alors j'espère que Daejeon va enfin pouvoir monter. Les 2 sont en danger. Mais moi, je l'aurais pas organisé comme ça. J'aurais organisé ça différemment. Pour faire les barrages, faire un mini championnat où en fait le Où ils 10e, s'affrontent tous. bah, non, pas forcément ils s'affrontent tous, mais le 10e, ne joue sa place, que si le 11e est sorti, tu vois? Un truc comme ça. C'est-à-dire que tu fais le 11e, enfin tu fais les winners, enfin celui qui gagne les Ouais, je playoffs vois ce que tu veux dire. passe au second, le gagnant va affronter le et à chaque fois le perdant en fait reste dans l'échelon inférieur. Mmh mh. C'est-à-dire que voilà, mais non, là moi je trouve que ça peut être, compliqué, tu es 10e, tu descends et pas le 11e. Ouais, Ça bah serait bête, écoutez, mais bon, c'est comme ça. on suivra ça, on verra comment les choses se termineront, on verra si les Blue Wings termineront 11e et se sauveront, alors que pendant que Gimcheon 10e sera relégué, on verra si le pronostic Nicolas Cougo, donc déclenchement de l'effet Hello, Bon, ça sera... marchera pas, vous pouvez voter sur autre chose. Voilà, c'est ça. Mais voilà, donc on suivra ça au cours du mois d'octobre, on l'a dit, après la trêve internationale, on suivra ça évidemment avec Baptiste, évidemment sur Hello, évidemment sur son compte Twitter aussi, et peut-être qu'on fera quelques lives aussi les week-ends. Bah, Sur... normalement, ils jouent le dimanche le final A et C'est le ça. samedi le final B. Le final Normalement, il y a B, moyen de se faire plaisir les dimanches matins. Voilà. Donc, ouais, mais sauf que ça va être très tôt. ça risque d'être très tôt, c'est vrai. Mais Normalement, c'est c'est pas grave. vers 7h parce qu'on est Vert, en pardon, allô? vers Ah, 7h. ça coupe. C'est Ça 7h. coupe. On t'entend plus. C'est malheureux. Bon, on verra bien. En tout cas, merci beaucoup, Baptiste. Voilà, on va en rester là sur cette page Asie du 9-10, du ce 23e 9-10. On va filer du. Tout le monde, à Ouais, la prochaine et n'oubliez pas, la Corée du Sud va rien faire au mondial. voilà. J'attendais la conclusion. Et n'oubliez pas, Baptiste pourra insulter Bento d'ici quelques semaines. Voilà. On va en rester là sur l'Asie. On va filer du côté des Amériques et on va filer tout d'abord en Colombie dans un instant. C'est l'heure, donc, je le disais, de la page américaine. Et on va filer, je le disais, en Colombie pour parler d'un cas bien particulier avec Monsieur Pierre Gerbeau.
un cas particulier, un homme bien particulier. Cet homme, c'est Julio Comesaña, dont je vous mets l'image actuellement à l'écran. Est-ce que Pierre est avec moi? Je ne sais pas si je le vois. Ouais, normalement, il est avec moi. Oui, oui, bien sûr, je suis là, Nicolas. Et effectivement, hein, Un monsieur qui, je ne sais pas si on peut dire, revient du côté de Junior. Vous l'avez probablement suivi si vous avez lu quelques comptes rendus et quelques articles sur Hello. Vous savez que le staff de Junior a été licencié il y a quelques semaines et on a rappelé, bah voilà, comme d'hab, Julio Comesaña. exactement, ouais, et quelques semaines et une semaine, hein, Une semaine, ouais. Nicolas. Ouais. Voilà, il a été licencié après le match contre Pereira samedi dernier. Ils ont été licenciés en début de semaine, lundi ou mardi, il me semble. Donc effectivement, Julio Comesaña, ouais, si le comique de répétition en Colombie avait un nom, un visage, il s'appellerait une nationalité, il s'appellerait Julio Comesaña et il serait uruguayen. Je sais même pas si c'est Voilà. drôle au final, si c'est du comique au final. Bah, ouais, oui, c'est marrant un temps, mais là, ouais, ça fait plus rire personne et notamment ça a fait rire personne la semaine dernière en Colombie, hein. C'était vraiment l'actualité chaude du début de la semaine, puisque voilà, Julio Comesaña fait son dixième passage, oui, vous avez bien compris, je pense que c'est un record mondial. 10e passage au sein d'un même club. Et ce club-là, c'est Junior de Barranquilla. Et tu le Junior. dis, 10e passage, parce que avant d'être entraîneur, ce garçon était joueur. Et déjà joueur, il a joué à Junior. C'est ça. Et donc rapidement, il a commencé sa carrière à Racing en Uruguay. Il est passé par le Gimnasia, puis Kimberley en Argentine. Il arrive comme joueur au début des années 70 en Colombie. Son premier club, c'est pas Junior, c'est Millonarios. Voilà, il reste 1 an et après, il rejoint Junior. Il retourne vers le sud, puis il revient à Junior en 75. Il fait déjà des comebacks incroyables en tant que joueur. En fait, effectivement, vous le voyez là à l'image avec donc le maillot. Ouais, époque jeune, le maillot Junior qui n'a pas changé d'ailleurs, toujours les mêmes, le club Rojiblanco. Il fait partie de l'équipe de Junior qui est championne en 1977. C'est pas n'importe quelle équipe dans l'histoire du club. C'est vraiment donc le premier titre de champion. C'est l'époque où on y reviendra plus tard, mais le président qui arrive en 1977 s'appelle Monsieur Fouad Char. Voilà, c'est une équipe qui a marqué l'histoire du club parce qu'elle est restée invaincue pendant 43 matchs à la maison. Ça n'a jamais été égalé dans l'histoire du club. Et je précise pour toi, Nico, quand on dit invincibilité de 43 matchs à la maison, c'est pas que seulement contre un adversaire, c'est tous les adversaires compris. Hein, je précise, parce que quand on parle d'invincibilité à la maison, tu as tendance à… Non, on parle d'une invincibilité contre le même adversaire. Voilà, de toute façon, n'a toujours pas gagné contre cette équipe-là, donc ça va. Voilà, donc là, c'était invincibilité de 43 matchs contre tous les adversaires. Et à cette époque-là, en 77, alors dans l'équipe, il y avait Eduardo Solari notamment, il y avait Ariel Valenciano. Alors Valenciano, ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'est Ariel Valenciano, c'est le père d'Ivan René. Ivan René Valenciano, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du football colombien, après qui a été avec Junior. Et il y avait surtout un nom qui vous dit peut-être quelque chose si vous êtes supporter d'Estudiantes. Si vous êtes anglais. Voilà, si on fait la bise à… si vous êtes anglais, voilà, j'ai tout dit. Voilà, à Nico Concha, Nico de la Rua, voilà. Il y avait, ce nom, c'est Juan Ramón Verón. Voilà, vous connaissez certainement son fils, voilà, le papa d'eux. Donc voilà, dans cette équipe-là, et il y a un entraîneur argentin qui s'appelait José Banaka, entraîneur qui a beaucoup marqué au Julio Comesaña, qui l'a dit. Voilà, c'est avec lui, quand José Banaka arrive, il y a des choses qui changent à Junior. Voilà, on est champion, on a arrêté cette image de, entre guillemets, petit club de la côte, bien sympa, voilà, avec
avec l'arrivée de Fouachar et de Baraka, on devient un club entre guillemets vraiment professionnel. On arrête d'avoir ce complexe et d'avoir cette image qui nous colle à la peau. Et donc, ce premier titre, d'ailleurs, c'est assez drôle puisque c'est Juan Ramón Verón qui devient entraîneur-joueur sur la fin, sur l'hexagonal, parce qu'il y a un petit différent, on va dire, financier. Mais voilà, c'est le début un petit peu de cette histoire de Comesaña avec Junior. Donc, il est champion en 77. Après, il termine sa carrière. Faut savoir qu'il termine sa carrière de joueur au début des années 80. Première expérience comme coach, 1982. Je pense que personne n'était né ici dans le chat, sauf toi, Nico. Si. Mais désolé pour la balle perdue, mais tu La étais deuxième, à peine. Voilà, tu étais à peine né. Non. On va dire, mais. J'avais 6 ans, donc voilà. Voilà, tu avais 6 ans. Mais voilà, il arrive. Donc, Comesaña commence sa carrière de coach en 82. Et premier passage à Junior comme coach, 1991. Donc, vous imaginez, moi, j'étais à peine né pour le coup. J'avais 3 ans. Donc, ça vous met quand même. Ça vous place le bonhomme quand même et l'immensité de sa carrière. Ouais, parce qu'on a souri sur le côté 10e passage, au bout d'un moment ça va quoi. Tu le dis, son premier passage à Junior c'est 91, il commence sa carrière d'entraîneur il y a 40 ans, donc c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience. Et au-delà de ça, on peut aussi le voir sous cet angle-là. Si Junior ne cesse de le rappeler, c'est que Comesaña en tant qu'entraîneur, il y a des résultats quand même. Bah ouais, avec Junior, en fait, il a dirigé tout simplement les 2 meilleures équipes de l'histoire de Junior. Voilà, j'en parlais avec un historien du club. Je lui demandais tout simplement si cette équipe de Junior du début des années 90 n'était pas la meilleure de l'histoire du club. Et il m'a dit non, tu sais, il y a les deux. Comesaña, il a fait les 2 meilleures. Il a fait celle du début 90. Alors, il est champion en 1993, un scénario incroyable. Sur un hexagonal final, faudra un jour qu'on se pose et qu'on le raconte, mais c'est une histoire assez incroyable. Et le Junior du début des années 90, donc champion en 93, ils font demi-finale de la Libertadores contre Vélez. Ils perdent contre. Ouais, 94, pardon, ils perdent contre Vélez Sarsfield au tir au but. Encore les tirs au but dans l'histoire de Junior, c'est quand même. On va y revenir. Ils avaient balle de match en plus à Vélez sur le 5e tir au but. Et encore une fois, c'est pas Chilavert qui fait l'arrêt, c'est le poteau. Mais voilà, il avait une équipe incroyable. Il y avait Ivan René Valenciano, il y avait Alexis Mendoza qu'on retrouve aussi, qui est quand même quelqu'un de très très important à l'échelle de la Colombie, international colombien. Il y avait El Pibe Valderrama. Il y avait un nom, Nico, je pense que ça te dit quelque chose, Montesinos, que tu retrouves en sélection chilienne. Alors, c'est pas lui, mais son père. Ouais. Voilà, Cristian Montesinos, pareil. Très bon joueur, le fils d'ailleurs. Ouais, très très bon joueur. Son père aussi, voilà. Donc, il a dirigé Junior au début des années 90. Alors, il fait 91. Après, il part DIM, puis il revient 92. Il fait 92, 94 jusqu'à cette finale-là. Et il y a des résultats. Voilà, une demi-finale de Libertadores. Junior n'a jamais fait une autre demi-finale de Libertadores dans son histoire. Voilà, tout simplement. Et c'était une équipe, tu vois, on dirait en Colombie, et c'est vraiment un équipasso, quoi. Et donc après 94, il repart. Donc il revient en 97. Et après, il part dans son autre club colombien de cœur, on va dire le Deportivo Independiente Medellín. Il va occuper un poste de directeur, un petit peu directeur sportif. Voilà, et il revient en 2002, il fait 2002 à Junior. Après 2008, il fait une période 2008-2009 où il n'y a pas vraiment beaucoup de résultats. Et en fait, c'est à partir de 2014 où ça devient n'importe quoi. Donc, il fait 2014. Et après, Junior, il fait 2017. En fait, 2017, ça devient n'importe quoi, mais il y a quand même la Sudamericana.
Ouais, bah il y a la Sudamericana en fait. On parlait d'Alexis Mendoza. En fait, il est nommé par Junior 2018. Début de 2018, ça se passe pas bien. Ils avaient déjà fait en fait en 2017. Junior a essayé de bosser avec d'autres coachs. Ils ont Alberto Gamero qui est du côté de Millonarios aujourd'hui, qui il vient, il fait le premier semestre 2017. Ça se passe très 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 mal. Voilà, j'ai souvenir notamment d'un match où j'étais au stade contre La Equidad. Voilà, les mecs de Junior, ils sortent, ils se prennent des projectiles et ils sont à deux doigts de se faire embrouiller dans les. C'est les stades colombiens, c'est en plus c'était chaud. Voilà, il n'y a pas vraiment de sécurité. Les supporters descendent, c'est à deux doigts de se friter dans les couloirs du stade. C'était n'importe quoi. Ça se passe pas là avec Gamero. Il rappelle Comesaña pour la fin d'année. 2018, il bosse avec Alexis Mendoza. Ça se passe encore une fois moyennement. Il rappelle Comesaña. Comesaña, du coup, enchaîne 2018. Il a Sudamericana. Il est champion en 2018 sur la fin de l'année. Il est champion en 2019 pour l'Apertura. Là, ils appellent Luis Fernando Suarez. Bah, ça se passe pas mal. C'est encore une fois lui qui fait les pompiers. Et là, 2022, il y a encore une fois Juan Cruz Real. Et ça se passe encore mal. Et il rappelle Comesaña pour terminer l'année. Donc là, on est vraiment dans le sketch un peu guignolesque. Voilà, Ouais. c'est n'importe quoi. Ouais, parce que voilà, on va quand même rappeler, hein, vous l'avez compris, 40 ans de carrière d'entraîneur, une carrière de joueur auparavant. Je vais vous donner son âge, il a 74 ans, Julio Comesaña. C'est ça. On a quand même, ok, il y a le symbole, tu l'as dit, il a dirigé les 2 meilleurs juniors de l'histoire du club en termes d'équipe. Il a fait cette finale de Sudamericana, pareil, complètement rocambolesque, on en parlait. Il me semble qu'on en parlait déjà hier un petit peu dans le Ouais, live hier, de on cette en histoire-là, parlait, ouais. avec ces Contre histoires de tirs au Paranaense. but, de pénalty ratés en fin de match qui auraient pu donner la victoire face à l'Atlético Paranaense. Bref, à chaque fois, ça s'est joué à rien au niveau continental, hein, concrètement, ce qui est quand même pas négligeable pour les Colombiens, hein. On le rappelle, il n'y a pas 75 000 Colombiens qui ont gagné des compétitions continentales, hein. Donc, Il y a il y a Once Nacional qui a Caldas, gagné. l'Atlético Voilà. Nacional. Voilà. Et Donc, Santa Fe qui a gagné la Sudamericana. et Santa Fe qui. Oula, oui, c'est vrai. Oui, mais c'est une équipe qu'on a envie d'oublier. Tu devrais te rappeler la finale. La finale était incroyable. Le parcours. Début. Le parcours de Santa Fe était incroyable. Voilà, ça a été Ouais. les pires matchs de ma vie à commenter cette Sudamericana là. Mais bon, c'est pas grave. Incroyable. Mais bon, le fait est que voilà, il y a quand même voilà, il y a un parcours, il y a des résultats sur certaines périodes, pas forcément très réguliers. Mais au bout d'un moment, quand on finit par tout le temps rappeler la même personne pour la 10e fois, c'est quand même, Pierre, le signe qu'il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond du côté de Junior au niveau de la gestion. Ouais, il y a un vrai problème de management. Je disais, c'est pas un hasard. En 77, il y a Fouachar qui arrive. Si vous allez sur la côte Caraïbe un jour, enfin, si vous allez vraiment y vivre, et surtout à Barranquilla, voilà, il y a un nom qui est synonyme un petit peu de puissance. C'est la famille Char. Voilà, quand vous êtes de la famille Char en Colombie, vous êtes proche de cette famille, c'est quand même que vous pesez un petit peu dans la société. On l'a dit, alors notamment, voilà, si vous avez le sponsor, alors je ne vous ai pas montré le maillot, mais si vous voyez le maillot du Junior aujourd'hui, même de cette saison, le sponsor principal, c'est Olympica, c'est des supermarchés. Et voilà, c'est la famille Char qui possède ce supermarché-là. C'est une famille vraiment très, très puissante. Politiquement, ils sont très puissants au Sénat, à l'Assemblée nationale. Ils ont, voilà, les fils Char, ils sont. Donc, c'est quand même une grosse puissance et c'est à la fois un synonyme de puissance, mais de problème. Parce que ce qui se passe, c'est que Fouachar, c'est le père. Ses fils, il y en a 3, Antonio, Arturo, Alejandro. Il y a vraiment une lutte d'influence et c'est le problème de Junior parce que tu sais que quand, par exemple, Juan Cruz vient, c'est parce que tel fils, alors je ne sais plus précisément, c'est ça, je devrais avoir Bastien cette semaine, il va essayer de me l'expliquer. Mais il va me l'expliquer, je ne sais plus quel fils précisément, mais voilà, tu as un des fils Char qui vient et qui a des luttes un peu de pouvoir un peu intestines au sein du club. Et donc, le fils vient avec son coach en disant, voilà, moi, je viens, c'est mon coach. Et voilà, j'ai réglé avec lui, ça va bien se passer, etc. Et au final, dès que ça commence à mal tourner, bah, tu as le père qui met son grain, son grain de sel. D'ailleurs, voilà, Juan Cruz, tu sentais que ça sentait la fin. Tu voyais que c'était la fin quand il est cité à la famille, dans la maison familiale par le papa Char qui vient lui demander des comptes. Tu sais que là,
Ouais, tu sais que c'est fini et qu'il va rappeler ses amis. En fait, concrètement, s'il rappelle Komesania, c'est parce qu'il est proche du père, concrètement. Bah, il est pas proche du père, mais pas. Enfin, si, oui, il est proche du père, mais pas que. C'est vraiment le nom qui fait l'unanimité au sein de la famille. Ouais. C'est le nom où tu te dis, bon bah ouais, il met tout le monde d'accord en fait. Voilà, ouais, on sait Komesania, on sait comment ça va se passer. Voilà, c'est un peu celui qui fait l'unanimité entre père et fils et notamment par son passé. Et on sait, tu sais que quand tu mets Komesania Junior, ce qui fait un peu l'unanimité, il n'y aura pas de guerre intestine, il n'y a personne qui va lui savonner la planche. Voilà, tu sais que c'est Komesania, quoi. Ok. Voilà, Et tu sais comment il bosse et voilà. donc, en gros, il n'aura pas les fils et le père qui essayent de l'un ou l'autre se savonner un petit peu la planche comme ils peuvent le faire avec d'autres coachs. Dernière question par rapport à Komesania. Au niveau des supporters, on en pense quoi là au bout d'un moment de cette histoire? Est-ce qu'il a toujours un statut d'intouchable? Oui, 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 Est-ce oui, que ça fait intouchable, plus oui. rire de cette espèce de bricolage permanent? Ah, je pense que ça ferait plus rire. Il est intouchable parce qu'on en a parlé. Voilà, il a quand même un palmarès, hein. Il a les 3 titres de champion, il a une coupe, il a une finale continentale. Donc, il a quand même un statut de figure intouchable. Je pense que c'est plus contre la direction en disant voilà, on va peut-être essayer de. Maintenant, on va peut-être arrêter de faire rire tout le monde et on va essayer de faire un truc sérieux. Mais non, mais voilà, Julio Comesaña, en soi, les supporters n'ont rien contre lui. Il va Ouais. pas, voilà, Donc en, fa- donc, en fait, il va pas concrètement, sortir à se faire jeter c'est des le cailloux, hein. pompier idéal, puisqu'il va faire l'unanimité au sein de la direction et au sein des supporters. C'est-à-dire que là, la direction s'achète la paix, concrètement. Exactement. Voilà, il s'achète un petit peu une sorte de paix. Oui, oui, une sorte de paix. Après, voilà, Julio Comesaña, il arrive, il avait une finale de coupe à renverser. Ils avaient perdu 1-0 à Barranquilla contre l'Union Magdalena. Franchement, le match, la demi-finale retour était pas folichonne. On va dire, il y a un but, Junior a réussi à renverser, il gagne au tir au but, mais voilà, il s'impose. Ouais, il gagne au tir au but, mais c'était contre des Colombiens en face. Donc, bon, c'est qu'il est un petit peu, je sais pas. Mais en plus, le but, si tu regardes, il est quand même très, 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 très limite. On parlait des caméras hors jeu. Voilà, sur Gustavo Gomez hier. Voilà, là, il n'y avait pas 2,50 m de hors-jeu, mais c'était très, très limite et ça a tracé les lignes, quoi. Il y a eu Ouais. intervention VAR, ça a tracé les lignes. Le Ça VAR a tracé colombien. les lignes. Je Voilà, vous ça a envoie, tracé je les. vous renvoie vers l'émission d'il y a 15 jours et vers le live d'hier si vous avez envie de rigoler avec le VAR colombien. Enfin, Ouais, je sais pas si on doit en rire en fait parce que c'est assez ouais, non, triste. On America préfère en Patriotas. rire, mais c'est très triste dans les faits. Je vous invite à réécouter. Ouais, c'était dans le 9-10 précédent, Ouais, celui le du dernier 5 notice. septembre, où on a parlé de la façon dont le VAR fonctionnait, entre guillemets, en Colombie. Eh bien, écoute, je vais Voilà. pouvoir te libérer sur Comesaña, sauf si tu as une dernière chose à ajouter à son sujet. Non, mais là, disons que non. Là, sa première mission, il l'a réussi. Ouais. Voilà, puisqu'il s'est Il a des qualifié pour la objectifs qui lui sont finale. fixés en championnat? Bah, Aller au quadrangulaire? vu- ouais, bah, elle est au quadrangulaire. Là, c'est pas gagné puisqu'hier, ils ont perdu contre Pasto en plus. Donc, voilà, mais ses objectifs, ça va être là. Et vu l'équipe qu'il a, Ça doit y aller. bah, Junior doit être champion. Après, Ouais. ouais, après c'est compliqué. Il arrive là, 19 septembre, dans la deuxième partie. Lui dire d'être champion, sachant que tu sais que Junior, il y a un vrai, vrai malaise à aller prendre des points à l'extérieur. Voilà, je relisais mon dernier article Ouais. sur le classement de Junior à l'extérieur, c'est une cata, comme tout le monde. Donc, bah, non, après, peut-être la coupe. Il est en finale contre Millonarios. Voilà. D'ailleurs, je parlais avec un supporter de Millonarios qui me disait ouais, jouer Junior en finale avec Juan Cruz ou jouer l'Union Magdalena, c'est pas pareil que jouer Junior en finale avec Julio Comesaña. Oui. Sauf Surtout. s'il y a des tirs au Non, but. mais même pas en plus. Non, mais même pas en plus. Finale magnifique Di Mayor. Allez, on va mettre une petite boîte à la Di Mayor avant. Finale aller mercredi prochain, donc 24 heures après le match de la Colombie aux États-Unis contre le Mexique. Donc, il y a 3 internationaux de Millonarios qui ne seront pas là. Alvaro Montero, Andrés Sinas et Juan Pablo Vargas. Donc voilà, c'est quand même un Millonarios très décimé qui arrivera, même si les joueurs vont faire le voyage. Après, dans quel état ils vont arriver, etc. Et c'est une bonne question. Mais la finale aller, donc le 28 septembre, la finale retour est le 5 novembre. Ok, très bien, parfait. Juste après.
Juste après. Bah écoute, on Ouais, suivra ça, on ça suivra, peut on aller. suivra donc le 10e passage de Julio Comesaña Junior. On va voir combien de temps l'histoire va durer, puis on attendra ensuite le 11e, et puis etc. Jusqu'à ce qu'il décide de Voilà. lui faire une statue. Je pense que On verra. jusqu'à ce qu'il décède, hein, tout simplement. C'est Bah, pas décide, peut-être c'est bien, ouais, jusqu'à mais décès. voilà, on va suivre en tout cas. On va voir s'il arrive à redresser cette équipe-là sur la courte période qui lui reste, avec ce sprint massif que sont les fins de saison un petit peu partout. Je parle de fin de saison parce qu'en Amérique du Sud, ce sont les fins de saison, pas en Europe, mais en Amérique du Sud, ce sont les fins de saison. Les sprints sont massifs. On verra comment il s'en sort. Je vais pouvoir te libérer, Pierre, presque à l'heure. C'est pas mal. C'est impeccable. Ouais, non, Impeccable. impeccable. Eh ben Impeccable. écoute, voilà, merci beaucoup. On va se donner rendez-vous dans le prochain 9-10 ou sur un live s'il y en a un d'ici là. Et voilà, concrètement. Parfait. Bah, merci Nico, merci à tous, hein. Terminé et bonne soirée. Voilà. Exactement. Et nous, on va continuer. On va faire une petite passerelle justement entre la Colombie et l'Équateur. Et si je parle de passerelle entre la Colombie et l'Équateur, bah, je vais vous afficher la photo. Forcément, on va parler de l'épilogue, hein, ça a été le feuilleton. Épilogue ou pas, d'ailleurs, on va voir. C'est le fameux cas Byron Castillo. Je vais juste essayer de vous rappeler un petit peu les faits. En avril dernier, un journaliste colombien, d'où la passerelle, Sebastián Bejarano, avait posté un tweet qui avait embrasé la toile, et pas que, qui avait embrasé jusqu'aux instances et notamment au Chili, parce que dans ce tweet, il était question d'un procès qui avait été mené en Équateur et qui s'était terminé, et qui était un procès quant à la nationalité réelle. Je ne parle pas de nationalité sportive. Vous allez voir à quel point c'est important. La nationalité réelle de Byron Castillo, ce procès qui lui avait été intenté en Équateur, remettait en question sa naissance justement en Équateur. Il y avait eu une guerre de certificats de naissance. Je peux même vous les montrer si vous nous regardez. Les voici. Il y avait 2 certificats de naissance, un certificat de naissance colombien et un certificat de naissance équatorien. À gauche sur l'image pour le colombien, à droite pour l'équatorien. Ça avait eu une importance très très forte parce que les qualifications sud-américaines étaient terminées. Vous le savez, l'Équateur est qualifié pour la Coupe du Monde, mais Byron Castillo avait participé à à beaucoup de matchs de ces éliminatoires, puisqu'il est l'un des hommes de cette tri équatorienne. Et si jamais sa nationalité réelle était fausse, comme le suggérait Bejarano, et comme l'a aussi suggéré ensuite le Chili, eh bien on se retrouvait dans le même cas que l'affaire Nelson Cabrera, qui, souvenez-vous, pour la campagne russe, avait joué avec la Bolivie, mais lui, c'était une histoire de nationalité sportive. Il était paraguayo-bolivien, mais il n'avait pas encore les qualifications pour jouer avec la Bolivie, et la Bolivie avait eu des matchs perdus, notamment face au Chili. Bon, il se trouve que c'est le Chili qui avait fait appel à ce moment-là. Il se trouve qu'avec le recul, ça leur a coûté plus de tort qu'autre chose, puisque c'est ce qui les élimine concrètement. Mais donc, il y avait la possibilité d'une affaire similaire à Nelson Cabrera. Le Chili s'est porté devant la FIFA pour justement remettre en question la nationalité de Byron Castillo, et la FIFA avait d'abord rejeté. Avait rejeté c'était pas un appel encore, avait rejeté le procès, avait donc validé la nationalité équatorienne de Byron Castillo en s'appuyant justement sur ce jugement équatorien. Le Chili a fait appel, la sentence est tombée. De cet appel est tombée il y a une semaine, même pas, la semaine dernière, et donc Byron Castillo, la FIFA, a donc clairement décidé concrètement, elle ne suivrait pas l'appel elle rejetait l'appel de la Fédération du Chili. Elle valide ainsi la qualification de l'Équateur. Je vous laisse imaginer le bazar que ça aurait mené s'il avait fallu éliminer l'Équateur, placer le Chili, parce que ça faussait concrètement, ça fausse aussi le tirage au sort de la Coupe du Monde, puisque Équateur et Chili n'étaient pas dans le même groupe, n'étaient pas dans le même chapeau, si jamais c'était l'un ou l'autre, donc ça aurait tout faussé. Mais bref, la FIFA, surtout, elle s'est appuyée sur cette décision de justice, et en gros, elle nous explique, à raison finalement, qu'elle n'a pas elle ne peut pas, elle n'a pas le pouvoir de remettre en question un procès, une décision de justice locale. Elle peut intervenir dans des cas de nationalité sportive et de choses qui n'ont pas été d'acquisition de nationalité grâce au football. Elle ne peut pas intervenir sur des décisions de justice par rapport à la naissance. L'affaire, normalement, est terminée, sauf que le Chili veut aller devant le TAS, le tribunal arbitral du sport, à voir si l'instance suisse peut se porter
peut attaquer des décisions de justice prises en Équateur, parce qu'il y a eu une véritable décision de justice. Le fait est que donc on est à 1 mois et demi, 2 mois de la Coupe du Monde. On ne sait toujours. Enfin, normalement, l'Équateur y va, et le Chili continue d'espérer. Il serait peut-être temps de passer à autre chose. Mais voilà, on en est là dans cette histoire. Le joueur, lui, a été appelé par la TRI pour jouer les matchs amicaux. Ça a l'air d'aller mieux de son côté. On se souvient, on en avait parlé dans un précédent 9-10, que ça allait pas fort à un moment psychologiquement parlant, parce que la pression était très très folle sur ses épaules, parce qu'il avait la pression de potentiellement faire éliminer l'Équateur. Hein. Donc ça avait été très très dur pour lui à un moment. Ça a l'air d'aller mieux. Il est toujours appelé par Alfaro à la tête de la TRI. Bref, l'Équateur continue sa préparation et se prépare à affronter le Qatar pour son match d'ouverture de la prochaine Coupe du Monde. On est en Équateur, on va y rester pour des choses un peu moins gaies et qui peuvent poser aussi problème à la CONMEBOL. Ce week-end avait lieu le Clásico del Astillero, l'un des grands chocs du championnat équatorien, qui opposait Barcelona à Emelec. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Clásico del Astillero, des équipes de Guayaquil. Ce Clásico del Astillero a pas duré bien longtemps, puisqu'il avait été placé, hein, il y avait eu une campagne, je vous montre l'image, il y avait une campagne, cette image a été postée par le compte Twitter de Barcelona, l'équipe jaune sur cette image, Emelec joue en bleu avec cette bande grise, où voilà, ils avaient fait un appel pas à la paix, mais à un match calme en fait, un match normal, un classico passionné, mais sans violence, c'est écrit dessus, vivons le football sans violence. Première minute de jeu, Barcelona ouvre le score, célèbre le but, pendant qu'il y a révision au VAR pour une potentielle main de Carlos Rodriguez sur l'action, un des joueurs de Barcelona. Et je vous montre l'image, voilà ce qui va se passer. On a déjà un joueur de Barcelona, Elkitou Diaz, qui est au sol, et Carlos Rodriguez se prend une autre bouteille sur la tête. Le joueur au sol avait déjà pris un projectile. Ce qui s'est passé derrière, c'est que il y a eu des décisions qui ont été prises. L'arbitre a suspendu le match pendant une demi-heure et les joueurs de Barcelona, président en tête, ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas jouer dans ces conditions, que leur sécurité ne pouvait pas être garantie. Donc ils ont décidé de ne pas revenir. Le match a été donc annulé. Enfin, pas annulé, arrêté dès la première minute, hein, concrètement. Ce match n'a pas été à son terme et il y a eu ensuite un communiqué de la Ligue, de l'équivalent de la LFP équatorienne, la Liga Pro, qui a publié ce communiqué que vous voyez ici. Le match pour la journée 11 a été arrêté, a été suspendu, arrêté définitivement par l'arbitre et il a été rejoué ce jour, là, ce lundi à midi, heure locale, à huis clos. Concrètement, c'est assez triste. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées autour de ce match, autour du stade. On a vu passer aussi des vidéos que je ne vous montrerai pas, parce que voilà, mais des vidéos où les journalistes se sont fait un petit peu, voire beaucoup même, bousculés par la police locale. Ça a été très très chaud dans les tribunes. Si vous voulez, sportivement, Barcelona a gagné ce Classico, 3-1. Le but d'ailleurs qui a entraîné la célébration et qui a entraîné l'arrêt du match a été annulé, mais Barcelona s'est imposé 3-1, c'était tout à l'heure, match à huis clos. Et ça pose quelques soucis à l'Équateur parce que, je vous le rappelle, l'Équateur va accueillir, et Guayaquil en particulier, va accueillir la finale de la Copa Libertadores 2022 entre l'Atlético Paranaense et Flamengo. Ça ne se passera pas au Capuel, le match se passait au Capuel qui est l'antre d'Emelec. Ça se passera au Monumental, l'antre de Barcelona, mais forcément, il y a quelques tensions, il y a quelques problèmes, ça pose quelques soucis, notamment aux instances, et ça, à toutes les instances, qu'elles soient équatoriennes ou de la CONMEBOL, parce qu'il s'est passé des choses autour de ce match, et pas qu'entre les joueurs, je le disais, au niveau des tribunes, qui posent pas mal de questions sur la sécurité et sur la sécurité autour de la prochaine finale, avec 2 clubs brésiliens qui vont débarquer à la fin du mois d'octobre, début novembre même. Je sais plus, j'ai oublié les dates. On retrouvera ça fin octobre, je crois. Bref, voilà. Pour vous dire, petite anecdote, ce n'est seulement que la 2e fois dans l'histoire du Clásico del Astillero que celui-ci est arrêté pour des incidents. La dernière fois, c'était en 2006, où pareil, il y avait eu des actes de vandalisme, comme disait la presse locale à l'époque, de quelques supporters
de quelques barras qui avaient arrêté le match alors qu'Emelec à l'époque menait 3-0. Pareil, le match s'était terminé à huis clos, joué quelques jours plus tard, et Emelec avait fini par s'imposer 3-2. Voilà, c'est pas une très très bonne publicité pour le football équatorien, et c'est pas une très très bonne publicité dans la perspective de la finale de Libertadores à venir. Je le disais, fin octobre, début novembre, qui se jouera au Monumental. Affaire à suivre. Et on peut imaginer que la CONMEBOL va un petit peu tendre les choses parce qu'ils n'ont pas forcément envie que ça parte un petit peu en sucette. On a fait de la Colombie. On a fait de l'Équateur, on va remonter, on va aller au nord et on va évoquer une compétition, la dernière, c'est sa dernière édition. On va parler de la CONCACAF League, qui est une sorte de compétition qualificative pour la CONCACAF Champions League. C'est une compétition qui a été créée pour placer tout le reste, tout ce qui n'est pas mexicain, américain, canadien et quelques exceptions dans cette épreuve. Les équipes, comment c'est organisé? Il y a un tour préliminaire. Avec des formations qui s'affrontent sur des tours à élimination directe. Je vais vous montrer le tableau d'ailleurs, parce qu'il y a eu quelques surprises. Voilà ce tableau. Vous voyez, il y a des huitièmes de finale, des quarts et des demi et une finale. Il y a un trophée à récupérer. Ça sera le dernier cette année, hein, la CONCACAF League. Et les 6 meilleures équipes de cette compétition gagnent une place pour la prochaine CONCACAF Champions League, pour la phase finale de la CONCACAF Champions League. Que faut-il retenir? Et ça a son importance, c'est que les Costaricains ont quasiment tous sauté. Ils étaient 3 au départ de cette compétition. Il y avait Cartagines, il y avait Herediano, et maintenant il n'en reste qu'un, il reste Alajuelense, qui va affronter justement celui qui a scalpé tous les Costaricains sur les tours précédents, le Real España, qui est un club hondurien. Et vous voyez, il y a 3 représentants du Honduras sur les 4 demi-finalistes. C'est assez fort ce que fait le Honduras au niveau des clubs sur cette compétition. Il y a des conséquences assez fortes, puisque le Real España a éliminé Cartagines au tour préliminaire. Donc Cartagines n'avait aucune chance d'aller en Ligue des Champions. Et le Real España a aussi éliminé Herediano en quart de finale. Et Herediano se retrouve 7e et donc non qualifié. Il n'y aura qu'un seul Costaricain en plus pour cette phase de CONCACAF Champions League, ça sera la LDA, ce qui montre aussi à quel point le football costaricain de club est en train de se faire dissoudre dans la CONCACAF. C'est un véritable problème. Et je le disais, d'ailleurs, en 2021, il n'y avait aucun Costaricain en demi-finale, même si 2 d'entre eux s'étaient qualifiés pour la CONCACAF Champions League. On rappelle qu'avant, au début de cette épreuve, c'est la 6e édition, les Costaricains avaient gagné 3 des 4 premières éditions de cette compétition. On pensait qu'elle était, entre guillemets, designée pour eux. Ils ne la survolent plus. Il y a cette dilution des clubs costariciens. On en avait parlé dans un article avec une interview avec le président de Saprissa, qui nous avait expliqué qu'ils ne pouvaient plus lutter financièrement contre les géants du Nord. Et maintenant, ils ne peuvent pas lutter non plus contre les autres équipes du centre. Je le disais, c'est la dernière édition. L'année prochaine, il y aura un nouveau format et ça va être encore plus terrible pour les Costariciens. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail du prochain format de la CONCACAF Champions League parce qu'il y a un article déjà sur Lucarno Posé. Je vous mettrai le lien. Mais c'est surtout que, voilà, en gros, ils ont créé différents tournois pour faire court. Il y a une grande place qui va être laissée au Canada, et notamment à la CAN Premier League, qui se retrouve avec 2 qualifiés pour le premier tour. Voilà. Les Costariciens, comme les autres équipes d'Amérique centrale, sont envoyés dans une coupe qui va s'appeler la Copa Centroamericana. Il n'y aura que 3 qualifiés de cette compétition qui iront 5 qualifiés qui iront sur la phase finale de CONCACAF Champions 2023-2024. Les Costariciens sont 3 à s'inscrire dans cette compétition. Ils vont croiser les équipes du Salvador, les équipes de Panama, du Honduras, du Guatemala, du Nicaragua, etc. Donc des dangers possibles aussi. Il y a des tournois en Amérique du Nord. Il y aura des tournois également en Amérique, en zone Caraïbe. Bref, ils ont parlé beaucoup d'expansion pour la CONCACAF Champions League. On en avait parlé déjà à l'époque. Ça va être surtout une fermeture et un repli autour des 3 futures grandes puissances de la zone en prévision de 2026. Ces 3 grandes puissances qui sont le Mexique, les États-Unis d'Amérique et le Canada. La situation est quand même
inquiétante pour le football costaricain, le football de club. La sélection, elle, va à la Coupe du Monde, mais au niveau des clubs, attention est en danger, et on sait justement que les clubs assurent aussi l'avenir de la sélection. Beaucoup de joueurs de la sélection nationale costaricienne évoluent en club. S'ils n'ont plus accès aux compétitions continentales, ça risque d'être vite très très compliqué pour cette sélection, pendant que d'autres, comme Panama, comme le Honduras, sont en train de revenir assez fort, que ce soit au niveau des clubs ou au niveau de la sélection. Affaire à suivre, et c'est sur cette news-là que l'on va conclure notre page américaine. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Je ne vais pas vous donner de rendez-vous parce qu'on arrive sur la trêve internationale, les calendriers sont un petit peu bousculés, c'est un petit peu compliqué. On en a évoqué hier lors du live. On voudrait mettre en place ces soirées Sudam du dimanche soir. Ça va jouer en Argentine ce week-end. À voir si on a de quoi s'organiser. Je crois que c'est Racing Union de mémoire qui joue ce week-end dimanche à 23h. On va voir si on arrive à s'organiser un live à ce moment-là. Suivez les réseaux sociaux, suivez notre Discord et vous aurez les infos qui vous seront données. Je vais en profiter pour, au moment de terminer cette émission, pour vous remercier. Donc, de nous l'avoir suivi, de l'écouter soit en direct, soit en replay, sur les plateformes d'écoute, que ce soit YouTube ou les différentes plateformes de podcast. Merci du soutien aussi. Je vous rappelle que si vous voulez nous soutenir plus concrètement, vous pouvez toujours vous procurer le magazine, le numéro 20 qui est sorti il y a une semaine. Les envois ne vont pas tarder. Ils ont été un petit peu retardés parce que la personne qui se charge des envois, moi-même, sort d'une semaine de Covid. Donc voilà, le numéro 20. Les envois se feront dans le courant de la semaine du magazine. Et je vous rappelle, si vous n'avez pas vu passer l'information, qu'il y a aussi un nouveau livre qui va sortir sur Lucarne Opposée. C'est de la maison d'édition 22 juin 86. C'est un livre qui va vous permettre de revivre cette journée du 22 juin 86. Que s'est-il passé ce jour-là? Peut-être, me diriez-vous, c'est le fameux Argentine-Angleterre, celui qui a fait devenir Maradona totalement immortel, qui l'a fait devenir un dieu sur la planète football, la main de Dieu, le fameux but du siècle. Tout est dans ce livre, l'avant, le pendant, l'après. Il y a des anecdotes absolument incroyables. On en discutera au moment de sa sortie avec Thomas Goubin, qui s'est chargé de la traduction, parce que c'est une œuvre traduite d'Andrés Borgo. La version espagnole s'appelle El Partido. On en parlera avec Thomas à ce moment-là, mais sachez que voilà, vous aurez des anecdotes absolument incroyables dans ce livre et vous saurez tout de ce qui s'est passé, même le contexte, et même certains mythes et légendes sont décortiqués par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là. Beaucoup de ces mythes et de ces légendes continuent de se propager. Le livre est en précommande, ça se passe sur le site de la maison d'édition. Vous avez le lien qui passe régulièrement dans le chat. Je mettrai les liens pour la version papier, la version e-book dans la description de cette émission. Voilà. On arrive au terme, donc, je le disais, de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce 23e épisode du 9-10. Je vais vous donner rendez-vous au minimum lundi prochain pour l'épisode numéro 24, peut-être avant pour un live. D'ici là, bonne semaine de football à vous tous, et donc à très bientôt. Salut tout le monde.